Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux produits maison dans le bar. Et voilà, notamment de savoir dans quelle mesure c'est pertinent de faire ses propres sirops et même au-delà. Et dans quelle mesure c'est juste inutile. Voilà. Et donc pour cela, je suis accompagné aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la 16e fois, de Chris Jumentier. Ouais. Merci d'avoir voté 2. Faut pas me faire virer. Salut à tous, bonjour à tous. Donc Chris, qui je suis sûr aura plein d'insights intéressants, vu que tu as sans doute fait des pré-maisons dans le bar. Non. Et tu as aussi bossé pour les marques. Oui. Donc tu as les deux aspects. Et on a un invité aujourd'hui qui n'est autre que Florian Mijon, qui est directeur... Bonjour. Salut Florian. Voilà, salut Florian. Salut, qui est directeur marketing. Alors tiens, je vais te présenter de manière un peu mystérieuse. Directeur marketing d'une marque qui, figurez-vous, organise un concours dans lequel, durant la finale, les bartenders sont amenés à faire des cocktails sans avoir la moindre obligation d'utiliser les produits de la marque organisatrice. Exactement, c'est tout à fait vrai. C'est une grande première, ça. C'est mystérieux. Ouais. Et donc, c'est assez fou dans l'industrie, je pense. Et cette marque, c'est nul autre que Gabriel Boudier. Et le concours dont je parle, c'est les Wizard Awards. Donc, je suis très content que tu sois avec nous dans le podcast, puisque tu es côté producteur de liqueurs et tout, mais en même temps, tu fais un concours où tu encourages les gens à créer leurs propres recettes. Et même, le gagnant se voit produire sa recette. Donc Exactement. c'est très cool. Donc, tu auras aussi, j'imagine, beaucoup de choses intéressantes sur les deux perspectives. Ce que je vous propose, c'est que pour animer ce sujet ô combien intéressant, on s'intéresse notamment à 3 axes. Premièrement, c'est qu'on s'intéresse à c'est quoi le fait maison finalement dans le bar. Parce que je pense que peut-être on aura chacun une définition différente, et qu'ensuite justement on s'intéresse plus dans le vif du sujet, dans quelle mesure qu'est-ce qui motive finalement les bars à faire eux-mêmes des preps plutôt que d'acheter des produits commerciaux, ou dans quelle mesure qu'est-ce qui les motive à faire appel à des marques existantes plutôt que de chercher à le faire eux-mêmes. Et donc, si on attaque, j'imagine, le mieux c'est peut-être de se dire qu'est-ce que c'est le fait maison finalement. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui se sent en l'âme de lancer le sujet? Je suis peut-être le moins calé parce qu'en fait, moi, j'ai jamais bossé dans le bar. Donc, j'ai une définition du fait dans le bar, mais qui est peut-être un peu limitative au fait que... non, je t'en prie, il n'y a pas plus de légitimité, hein, donc je t'en prie. Hein. Non, moi, j'ai tendance à considérer que quand on mélange 2 produits finis ensemble, on est dans le pré-batch et on n'est pas encore dans le fait maison. Par contre, à partir du moment où on va même faire un jus ou qu'on va apporter des produits entiers ou des matières premières qu'on va venir peut-être infuser dans des produits finis, etc. Je trouve qu'on est déjà dans le fait maison. Donc moi, ma seule définition, c'est qu'il y ait un des ingrédients qui soit pas forcément un ingrédient, qui soit un produit fini qu'on a acheté à un distributeur ou dans le commerce. Mais après... Non, mais c'est ça, t'as ce côté, tu sais, un peu comme pour l'americano. T'as l'americano et t'as l'americano maison que t'as sur les cartes de bistrot, etc. Tu vois, c'est un peu ce délire-là, où t'as ce côté où t'as mélangé juste 2 produits existants, et où, par contre, dans le produit fait maison, t'as cherché, je prends un exemple vraiment bateau, mais un sirop de vanille, qui est un produit bateau, mais tu t'as cherché et tu l'as fait, en fait, toi-même. Voilà, t'es pas allé chercher à les modifier, par exemple, à mélanger de l'orange avec un sirop d'orange avec juste un sirop de vanille. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est surtout le fait d'aller créer un produit finalement un peu existant ou original sans pour autant juste mélanger 2 trucs, des whisky par exemple avec une liqueur d'orange, quoi, tout simplement. Moi, je m'étais noté peut-être qu'il y avait un premier niveau de fait maison, c'était l'idée de prendre un produit existant et d'y apporter un twist. Mais dans ce cas-là, toi, tu considères que c'est pas... ça dépend. Si ton twist, c'est un batch d'épices que tu as fait toi et que tu rajoutes dans une phase liquide et qu'ensuite tu filtres, je trouve qu'on est dans le fait maison. Ouais. Si le twist, c'est de mettre quelques gouttes du produit B dans le produit A avant de mettre un gigueur de produit A dans le cocktail que tu veux faire, je trouve qu'on est plus dans le pré-batch et on est moins, pour moi, dans le vraiment ce que je vais appeler fait à la maison ou fait dans le
dans le bar. Exemple typique, je pense avoir déjà vu des gens prétendant faire des trucs maison. En fait, ils avaient juste mélangé du pécho et de l'angostura pour faire le bitter maison. C'est un bitter maison. Ça a été mélangé à la maison. Mais c'est comme le débat, genre, je sais pas, dans la restauration, t'as l'impression, le fait maison, c'est j'ai pris un plat préparé, j'ai rajouté une pincée de sel et hop, fait maison. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme après dans l'industrie, tu as aussi ce truc-là de dire est-ce que c'est la dernière action que tu fais dans un lieu qui fait que tu peux dire que c'est fait ici ou, c'est toujours le même. Le fameux débat sur le vieillissement localisé ou non. Bon, j'imagine qu'on a le même débat dans le bar. Qu'est-ce que j'avais noté un niveau autre de fait maison, c'est, je pense, qui parle à beaucoup de gens, c'est quand tu fais tu vas employer des techniques supplémentaires, type tu prends un bourbon et tu fais un fat wash de bacon. Je sais pas, les techniques là, tiens, il y a eu le bar World 100 là récemment avec Ian McPherson qui était nommé plus influent, qui a introduit des techniques de cryoconcentration, ce genre de choses où là on prend un produit, je sais pas, on va carrément extraire l'eau du gin pour garder, ou je sais pas, ou mélanger ça avec un jus de fruits et puis peut-être garder virer l'eau et garder le reste. Enfin bref, j'avais noté ce niveau-là. Et sinon, bon, comme tu disais, le from scratch finalement, qui est peut-être l'élément où on s'accorderait tous. Là, pour le coup, il n'y aurait pas de débat. Le vrai fait maison, oui, pour moi, c'est ça. Mais moi, je mets un gradient complémentaire à ce que tu as dit juste avant. C'est-à-dire, pour moi, tu fais une liqueur dans ton bar, tu es au niveau 2 du fait maison. Par contre, tu commences à faire des fat wash, de la clarification, de la cryo-évaporation, de la cryo-concentration. Tu commences à extraire des arômes avec de l'azote dans un siphon. Enfin, tu commences à faire des choses de ce type-là. Pour moi, tu es encore à un niveau un peu au-dessus parce que pour le coup, tu vas avoir plein de procédés qui ont pas de sens ou qui sont pas encore intégrés dans l'industrie et qui sont pas une offre aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, quand je dis au labo, on peut faire de la clarification en mode industriel, on me dit, oh là là, mais va-t'en tout de suite. Mais, donc, il y a des trucs qui sont pas encore, qui sont faits maison et qui, pour moi, sont vraiment originaux parce que tu peux pas finalement les avoir. Les industrialiser, ça fait partie des sujets aussi et des points qu'on s'était mis, sur lesquels on a pas mal de questions. Ouais, donc si on utilise des produits industriels, tac, c'est ce que je disais en fait. Typiquement, si je fais un parallèle, je sais pas si tu es familier avec le manifeste de la gnôle naturelle. Non. Où en fait, par exemple, donc là on n'est plus sur le domaine du bar, mais plus dans le domaine des spies, où finalement le parti pris c'est que le gin, légalement, il faut un alcool neutre pour le faire. Ce qui introduit l'idée que le gin craft ne peut pas exister. Vu que tu es obligé d'acheter de l'alcool neutre industriel à 96, et eux ont le parti pris donc de faire du gin, mettons, avec un distillat de vin ou quelque chose comme ça, qu'ils auraient fait eux-mêmes. Ouais. Mais du coup, ils sortent de l'appellation gin. Bon, j'extrapole un peu, mais ça me fait penser à ça. Finalement, si tu fais une liqueur, mais que t'achètes de l'alcool neutre. Ah, mais faut mettre une limite à tout. Voilà. Hein. Tu sais, nous, chez Gabriel Boudier, on est un champion de la liqueur, mais on achète notre alcool neutre. Oui. On a des alambis pour concentrer, pour distiller, donc des choses qu'on a infusées, on va les distiller. Mais acheter notre alcool neutre de betterave française, on l'achète. Hein. De toute façon, faut pouvoir le rentabiliser. Avoir un outil de distillation qui te permet d'avoir sur des colonnes du 96 degrés en permanence, et ça veut dire que du coup, tu fais du façon pour plein d'autres sociétés. On prend les exemples, par exemple, quand tu prends certains licoristes dans les cités qui sont hollandais, quand ils ont leurs propres matériaux, la maison X fournit pour la maison Y qui est de l'autre côté en fait du fleuve parce que il faut rentabiliser l'outil. Bien sûr. Puis en infrastructure, c'est énorme. C'est immense des colonnes de rectif. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout une critique, évidemment. Moi-même, en étant producteur, c'était juste l'idée de se dire faire de l'alcool neutre, ça n'a pas de sens. Donc t'as pas une plus-value en fait. Voilà, t'as zéro plus-value. C'est que ce soit fait dans une usine monumentale ou t'essayes de le faire avec ton petit alambic avec tes 18 plateaux. Enfin, t'as juste gâché du temps et de l'énergie. Et tu seras moins bon. Hein. Tu feras du craft surtout à 75 € le litre, hors droit, hors taxe. Exactement. Mais t'auras marqué craft sur la bouteille. Qu'est-ce que je m'étais noté sinon? C'était tac. Est-ce que peut-être là, si on étend un peu ce champ de fait maison, est-ce que vous avez noté une évolution
dans le fait maison dans le bar au cours on va dire, peut-être des 20 dernières années. Ah oui. Parce que là, on est en train d'essayer de définir un truc, mais on l'aurait pas défini pareil il y a 10 ans, je pense. Est-ce que vous pensez à des choses ou pas? Mais moi, typiquement, j'ai le sentiment, c'est qu'il y a peut-être eu un avant-après, par exemple, des bouquins comme le Bar Book de Jeffrey Morgenthaler ou le Liquid Tension, n'importe quoi, Liquid Intelligence de Dave Arnold. Et encore un step au-dessus derrière quand tu as eu le bouquin du Noma sur la fermentation. Ah ouais. Et je suis sûr qu'on peut historiquement, à l'échelle de 15 ans, voir comment ce genre de bouquins ont influencé un paquet de gens pour aller encore plus loin et plus se contenter de juste mettre de la vanille dans de la vodka, quoi. Tu peux même aller au-delà, parce qu'en réalité, quand tu parles de fait maison, c'est même pas une question de 15 ans, c'est plus une question limite, tu vois, je vais te remonter jusqu'à 1890 ou des choses comme ça. Quand tu prends les premiers bouquins de bar à Jerry Thomas, etc., Ray Johnson, non seulement c'est des recueils du coup sur leurs recettes, mais tu avais leurs recettes de sirop de vanille ou de liqueur d'orange, etc. Parce qu'effectivement, et là c'est la première étape, c'est de se dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'entreprise qui produisait, qui industrialisait en fait cette typologie de produits, mais eux, ils voyaient un certain intérêt, donc ils avaient, dans ces bouquins-là, tu as justement les recettes de la liqueur du sirop de basique, hein, un sirop de rose, un sirop de framboise, etc., le liqueur comment je fais mon bitter, etc. C'était là, le début vraiment des produits maison, parce qu'il n'y avait pas de demande. Après, il y a eu effectivement le début et l'industrialisation qui s'est développée au fur et à mesure des années et puis du siècle qui a suivi. Et ensuite, il y a eu du coup toutes ces marques. Et là, je prends un exemple, tu vois, typiquement de ta maison, et pour pas en citer, mais bien d'autres, où tu avais du coup le Licorice qui était spécialisé dans un parfum. Voilà, je pense qu'on peut dire que Gabriel Boudier, le cassis de Dijon, c'est emblématique qui a été unique. Ça a été le premier à avoir aussi cette obligation et cette AOC. AOC Cassis de Dijon avec un gramme de sucre, etc. Voilà, qui était particulier. Et puis après, avec les gammes, eh ben, c'est là où il n'y a pas eu trop de produits maison. Moi, tu vois, je pense que dans les années 90, t'entendais pas trop parler de produits maison. C'est typiquement un peu un no man's land. Et c'est effectivement après, davantage... C'est peut-être moi, 90, j'ai le sentiment, c'est genre Del de Groff invente le jus de citron frais, quoi. Ouais. Par exemple. Ouais, en fait, on est revenu aux bases. Il y a un peu eu un back to basic. Il y a eu ça. Hein. Moi, en fait, ça s'est perdu un long moment, mais la culture cocktail, elle a flotté aussi un long moment. Et puis, en fait, on est revenu à une sophistication. Ouais. Et du coup, cette sophistication, à l'issue de ça, il y a des gens qui ont voulu se démarquer et qui ont refait des choses faites maison, mais qui étaient pas existantes finalement, ou qui avaient un twist. Ouais, où ils avaient... j'ai pas d'exemple concret, mais tu vois, je me souviens de... certains sirops. Alors, il y a une marque, tu vois, typiquement, c'est pas pour la citer haute, mais Scrappies. Tu vois, que tu connais, qui est très plaisante, qui fait aussi les bitters. Ils avaient le truc qui pour moi a été une vraie claque, ça a été, ils avaient leur sirop de grenadine. Ils ont fait une grenadine Scrappies qui était, alors attention, le prix au litre, ton cost, c'est mort. Tu vois, enfin, concrètement, t'étais dans des sphères de dingue. Mais ils avaient justement créé une recette, pas une grenadine infusée avec du romarin, mais une grenadine, tu vois, la leur. Ouais. Et je pense que tu vois, le début de ce truc-là, cette espèce de tournant 2006, peut-être, tu vois, 2007, c'est un peu ce que tu dis, tu vois, en termes d'années. C'est là où il y a eu la vraie première grosse étape et où on a vu dans les concours de bar l'arrivée de mecs qui venaient. J'ai fait mon exactement. Et où c'était pas légiféré dans les concours. C'est-à-dire que typiquement 2006, 2007, tu n'avais aucune ligne dans aucun concours de bar dans le règlement qui t'indiquait que c'était régulé, c'est-à-dire autorisé, pas autorisé, limité au nombre d'ingrédients, etc. Tu vois, ça a été vraiment ça. Et après, il y a eu cette évolution jusqu'à l'innovation que vous avez fait chez Gabriel Boudier. J'avais fait un petit post suite au truc sur les concours et tout pour dire, vous aviez posé la question pourquoi pas commencer en France votre concours de liqueur. Oui. Ça a commencé en 2016 et c'est vrai donc c'est très dépendant aussi des pays et des lieux. Mais en 2016 en France, quand tu demandais aux gens qui fait une liqueur dans le back bar, une liqueur, hein, pas un sirop ou une tincture ou une liqueur que tu vas utiliser comme base à certains cocktails.
t'en avais quand même pas beaucoup, quoi. Il y en avait quelques-uns, mais il y en avait vraiment pas beaucoup. Alors qu'en Angleterre, par exemple, où il y avait une mixologie plus créative depuis déjà 5-10 ans, et bah, t'avais des gens qui se démarquaient et qui, dans les bars, allaient faire des produits, pour le coup, vraiment fait maison et qui étaient des liqueurs qu'ils allaient servir en quantité significative. Parce qu'après, t'as le fait maison, j'ai mis 3 gouttes, histoire de faire une signature, et puis t'as le fait maison, j'ai fait une quantité qui me permet de tenir une carte, enfin sur un des cocktails par exemple, pendant un temps X, et les deux sont assez différents. Ouais, puis en termes de maturité de marché, parce que pour moi c'est ça aussi qui est hyper important à prendre, je pense, en considération sur ce sujet. C'est on parle du UK, on peut parler de l'Allemagne ou même d'autres pays. Il y a une maturité en fait aussi du consommateur lambda dans les bars. Ils sont arrivés en fait à, on va dire pas à épuisement, mais ils ont déjà épuré le sujet du cocktail avec de l'ingrédient classique bien avant nous en fait en France. Ah oui, et ça a été effectivement davantage dans ces années-là. Il y a même un peu plus parce que ça a été plus la grande période XP, etc. où ça a commencé en fait à se développer. Il y a eu l'explosion, tu vois, des compagnies. Je le dis souvent parce que pour moi c'est hyper important. L'Eurostar, ça a changé plein de choses en fait. L'accessibilité à Londres, entre les capitales, les voyages entre les capitales, l'explosion des compagnies low cost, je sais pas, mais même tu vois que ce soit au Maroc, en Espagne, même aux États-Unis, dans les pays de l'Est, dans les pays nordiques, ça a jamais été aussi facile, et donc du coup il y a eu aussi cette facilité d'échange et tout le travail des marques à faire voyager des barman. Mais il y avait vraiment cette partie-là où il n'y avait pas la même maturité. Donc je pense qu'en France, on en est venu après parce que on a toujours été un peu plus on a une clientèle birifiée et vinifiée, c'est un peu ce que je dis souvent. Et le cocktail, c'est venu après. Et donc, du coup, même si on faisait déjà du cocktail bien avant, c'était moins développé. D'où aussi, il y avait moins de besoin, moins d'envie, moins de curiosité sur les produits maison. Alors, c'est vrai que tu as quelques exceptions, mais souvent, les pays historiquement producteurs de vin et ou de bière ont une tendance à voir leur consommation hybridée, c'est-à-dire les cocktails font partie de ça, qui sont un peu ralentis ou qui mettent un petit peu plus de temps parfois à rentrer dans l'usage commun du grand public, parce que il y a une culture qui est plus forte sur la consommation de vin et les usages sont plus établis, quoi. Et aujourd'hui, tu as des maisons de vin qui te sollicitent pour travailler sur du cocktail avec du vin, et ils font même des cuvées spécifiques pour pouvoir être mélangées, détendues avec des sodas. Pour les wine-based cocktails, tu as des maisons qui ont une vraie réflexion sur le sujet. Pardon, comme d'hab, je m'étale. Ah non, mais c'est super intéressant. On est très structuré dans le bazar, nous. Je pense à un autre truc là, parce que je pense qu'il y a vraiment un développement, peut-être dans la technique et tout. T'as eu l'arrivée je sais pas, on parlait de Dave Darnold avec Liquid Intelligence, qui a sorti carrément sa centrifugeuse qui s'appelle le Spinzall, qui a fait un peu le buzz quand il l'a sorti, qui était vraiment la Rolls-Royce des centrifugeuses. Mais on a même des Jeffrey Morgenthaler qui proposent sur leur site carrément des calculateurs pour faire du cocktail en batch, mais aussi pour mesurer, je sais pas, le sucre dans leur sirop, pour faire des choses absolument au milligramme près, comme il faut. Donc ça, si vous connaissez pas, vous allez sur le site de Jeffrey Morgenthaler, il y a carrément tout plein de calculateurs. Je pense à un autre bartender qui fait ça aussi, c'est Kevin Koss, qui, pareil, sur son site a plein de calculateurs. Et d'ailleurs, il me semble que c'est un énorme une énorme source de trafic pour lui, ces calculateurs. Tu m'étonnes. Et c'est gratuit en plus. Ça fait tellement chier de se taper un fichier Excel. Donc là, on voit les super juice à l'écran, encore un truc que tu fais pas en industriel. Et ça, c'est la vie. Moi, je suis un surutilisateur de ce type de préparation. Mais tu vois, l'utilisation des acides comme ça, c'est un truc qui est pas. C'est hyper compliqué. Il faut maîtriser quand même. Ah ouais, non, c'est ultra complexe. Donc je pense que tout ça facilite et encourage encore plus les bars à se lancer. Mais tu parlais d'industrialisation, finalement, il me semble avoir quand même vu des trucs qui allaient dans ce sens-là. Tu as maintenant des marques qui font de l'aquafaba en briques. Oui. Directement. Il me semble, il y a quelques années, à Cocktail Spirit, j'avais vu qu'il y avait, je me demande si c'est pas Giffard, qui avait fait un genre de sirop de blanc d'œuf. Ouais. Il y a plein de trucs. Là, il y a Veg White qui s'est lancé. C'est même Diffords là, qui va distribuer en Angleterre. Donc mais après, tu as plein de. Tu peux utiliser de la saponine, de la léchitine de soja. Tu as plein d'émulsifiants qui peuvent être différents. Mais
En général, ce que les gens ils te demandent, c'est que l'usage il soit simple. L'aquafaba, Et puis il faut que ça passe dans les réglementations européennes aussi. voilà. Tu as des produits américains qui sont super efficaces. T'en mets 2 gouttes, c'est un peu moussant. Mais moi, on m'a fait tester un truc l'autre jour, j'ai fait waouh, c'est super. Tu regardes les composants, tu te renseignes, tu m'étonnes que c'est interdit. En plus, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à faire en extrait naturel de saponine ou en choses comme ça, mais c'est pas. Mais faut des marchés. Oui. Tu vois, c'est typiquement la fleur de sureau, il n'y a pas de marché en France. Je te prends un exemple d'un truc qui n'a rien à voir. Mais en fait, il n'y a pas un producteur, il n'y a pas un marché de production de la fleur de sureau comme il peut y avoir dans les pays de l'Est ou les pays danois, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué des fois. C'est vrai qu'on a les produits, mais étant des trucs de niche, tu n'auras jamais un industriel qui va fournir ce genre de choses-là. Ouais, après, quand je dis industriel, il faut... Enfin, je dis industriel, il faut le voir de très très loin, hein, parce que c'est en fait... encore une fois, je renvoie à votre émission sur le craft. Mais le craft aux États-Unis, je crois que c'était plus de 300 000 gallons, je sais plus quoi, mais en gros, oui. t'es toujours craft aux États-Unis quand t'es pas encore la plus grosse marque de jeans d'Europe, quoi. Donc, ouais, et moi, quand je dis dans ma bouche, quand je dis industriel, des fois, c'est une palette, hein. Enfin, qu'on soit clair, quoi. Tu vois, c'est juste en atelier. Ouais, en industriel, à partir de maintenant, je mets un petit disclaimer. C'est genre fait dans un atelier où il y a du contrôle qualité et où le batch que tu vas faire dans 3 mois, c'est le même que le batch que tu as fait aujourd'hui. C'est ça pour moi, un niveau quantitatif. La reproductibilité dans un environnement connu. Bon, on va l'entamer, enfin, on va en parler juste après, mais je pense à un autre truc, là, on parlait de produits un peu de foamer encore, mais il y a ça où apparemment, je le cite parce que c'est Dr Yannis Magic Foamer, c'est Vintage Spirit. C'est Thierry. Exactement, qui distribue ça, où apparemment avec 2-3 gouttes, c'est bon, tu fais tes sours avec une belle mousse. Bah, celui-là, je regarde. C'est un semi-bio, ça, en plus. Il est naturel, celui-ci. Je crois que c'est ça, extrait. Enfin, il faudra que je regarde. Mais par exemple, celui de Steel Abund, qui s'appelle Magic Velvet, c'est un extrait de saponine naturel. Tu peux utiliser d'autres trucs, la léchitine, mais la léchitine, faut foutre plein d'air, donc c'est pas facile quand tu fais juste le shaker, c'est pas évident. Et puis ça reste en phase solide, c'est comme la protéine de pois. Ouais, ça se dissout pas très bien. C'est pas très bien à dissoudre, donc mais ça, j'ai pas essayé, il faudra que j'essaye. Très bien. J'avais d'autres questions, sinon peut-être. Mais ça va peut-être ouvrir sur le chapitre suivant, sur en fait qu'est-ce qui motive les bars à faire du fait maison. Et en fait, une des questions que je m'étais posée, je vous parlais juste avant des bouquins, dans quelle mesure, je sais pas, Liquid Intelligence a poussé ce fait maison, dans quelle mesure le bouquin du Noma sur la fermentation a poussé ça. Mais aussi peut-être, on peut s'interroger quelle a été l'influence des réseaux sociaux dans tout ça, ou d'émissions type Top Chef ou Drink Masters, mais on peut peut-être l'évoquer juste après. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec finalement, qu'est-ce qui motive un bar, si tant est qu'on se soit mis d'accord sur qu'est-ce que c'est un produit maison. C'est peut-être pas si évident que ça pour ceux qui nous écoutent, mais déjà peut-être se poser la question, qu'est-ce qui pousse un bar à faire du fait maison, tout simplement. Et si vous voulez que j'introduise plus simplement le truc, c'est j'avais noté plusieurs axes. Ouais, moi j'en ai 2 en tête. Bah tiens, je te laisse attaquer. J'ai soit le côté je me différencie. Ouais. Ça existe, mais je me différencie. Donc j'ajoute quelque chose, je retire quelque chose. J'ai un storytelling sur quelque chose que d'habitude j'ai pas un storytelling génial, et du coup là j'ai un storytelling qui me permet d'épaissir, tu vois, de sophistiquer encore un petit peu plus une recette qui parfois peut paraître simple. Et l'autre axe c'est galère à trouver, là où je suis en ce moment, où ça n'existe pas, et du coup je le fais maison parce que sinon je l'ai pas, et comme je veux utiliser cet ingrédient et qu'il est important pour moi, je le fabrique moi-même. Pour moi, c'est les 2 grands axes. Après, il y en a sûrement d'autres, mais dans ma tête, quand j'ai fait une belle checklist, on va pouvoir dérouler ça. Mais effectivement, il y a vraiment 9 pages. Je pense le premier auquel on pense, c'est effectivement un produit inédit. Il n'est pas dispo dans le commerce. Je suis bartender, je suis créatif. Je le fais moi-même, tout simplement. Et effectivement, cet autre axe dont tu as parlé, c'est purement... c'est dispo, mais peut-être
la qualité ne me satisfait pas, ou je suis capable de le faire avec un produit ultra local, ou avec, avec un artisan local, avec, enfin voilà, avec un agriculteur, je ne sais pas, qui est dans le coin. Et ça fait sens aussi pour mon storytelling, de dire je ne l'ai pas acheté, on ne me l'a pas livré comme ça, mais je l'ai fait maison. Tu veux... oui. Tu veux que sinon je déroule, mais j'en ai plein. Non, mais c'est hyper intéressant. On a les mêmes notes, mais c'est ouais, je suis assez d'accord. Il y a l'accessibilité parce que je le vois même sur certaines zones géographiques. Quand on donnait des formations, tu vois, par exemple dans certains pays, comme même au Maroc ou autres, il y avait toujours cette problématique de disponibilité en fait des produits parce qu'il n'y avait pas de marché, pas de demande, pas d'importateur, etc. Donc on faisait les choses maison. Et puis après, il y a ce côté où tu as envie d'avoir cette différenciation. Une fois que tu es différencié, c'est est-ce que ma région, là où je suis situé, ou même ma région natale, voilà, ça fait du sens. Est-ce qu'il y a ce côté aussi très captif aussi de faire marcher les commerçants, producteurs aussi locaux. Ça, je pense que c'est super important. Et puis, il y a ce côté aussi différenciant. C'est-à-dire que moi, je fais un daiquiri, mon voisin fait un daiquiri, Michel fait un daiquiri, mais mon sirop de sucre de canne, j'ai pressé la canne à sucre. et ça justifie les 2,50 balles de plus que je t'ai mis sur le verre. À la fin, c'est une démarche valeur commerciale. Moi, je pense qu'il y a une notion qui est hyper importante, c'est la démarche valeur de premiumisation, de se dire que, tiens, à l'époque, on vendait un daiquiri, j'exagère, mais parce que là, on est, je veux vraiment très globaliser aussi le marché. Le prix d'un cocktail national moyen, c'est 9 balles. C'est pas 13, 15 euros, 14 euros comme on a en tête parce qu'on passe beaucoup de temps dans certaines grosses villes, sans les citer. Mais si on mélange vraiment l'intégralité des bistrots, PMU, pubs, établissements de nuit, cocktail bar, etc., en moyenne en France, c'est 9, 9,50 grand maximum. C'est en dessous de 10 euros. D'accord. Donc la réalité, c'est de se dire, est-ce que je vais travailler avec des produits uniquement existants, etc. Et puis je vais le faire par exemple à, je suis à 9 euros mon cocktail ou 9,50 euros. Et si je veux passer la barre des 10, je vais aller travailler, je sais pas moi, tu vois, mon sirop avec une certaine épice ou quelque chose, ou faire infuser mon rhum, tu vois, avec une herbe. Et c'est mon daiquiri signature. Le justifier un peu, ouais. Voilà, le justifier. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir le faire passer un peu plus cher. Et même si j'ai une préparation, ou même un produit super premium, le fait d'avoir augmenté d'1,50 €, en fait, ma marge, elle est décuplée, quoi. Et je vais gagner entre 15 à 25% de marge de plus par verre. Tout le principe de la sophistication, quoi. Exactement. Ouais. C'est ce côté à la fois premiumisation, soit par l'achat du produit, soit par une des préparations qui a été faite maison dans les ingrédients. Voilà, il y a cette démarche valeur là aussi. Donc, tu introduis aussi le fait que mon voisin fait comme ci, fait comme ça. Donc, ça revient peut-être à ma question de tout à l'heure. Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence là-dessus? Sans doute. Ouais. Pas du tout. Absolument pas. Je vois pas. Mais ça fait une émulation, on va dire. Donc, c'est plutôt cool dans ce sens-là. Si la scène bar voit ce que fait le voisin et ça l'inspire, c'est très cool. Tu parlais juste avant, tiens, je vais apporter un peu de ma culture personnelle, parce que j'en ai parlé dans la newsletter il n'y a pas plus tard que ce week-end. Tu parlais de à peu près 9 balles le prix du cocktail en France. Aux US, le chiffre que j'avais là, c'était entre 13 et 14 $. Ouais. Donc on voit que c'est plus cher aux États-Unis. Voilà. Ouais, mais tout est plus cher aux États-Unis. C'est plus grand. C'est plus grand. Oui, c'est grand. C'est comme le sandwich, il est à 16 $, mais il ne mange que la moitié. Alors, moi, j'avais divisé tout ça en plusieurs sous-catégories. J'avais noté en fait qu'il y avait donc des motivations purement offre-produit, ce qu'on venait d'évoquer, hein, quelque chose qui n'est pas dispo ou quelque chose dont la qualité nous satisfait pas, ou aussi une idée d'avoir une fraîcheur optimale, de pouvoir dire « Ah, on a fait avec les produits du jour, je ne sais pas. » Une logique d'ultra sur-mesure, là où forcément, quand tu achètes un produit industriel ou commercial, tu fais avec, ou tu apportes le twist dont on parlait avant, qui est peut-être donc un petit niveau de fait maison. Qu'est-ce que j'avais? Donc différenciation, tu l'as très bien évoqué, Florian et Chris. Il y a l'idée aussi d'ingrédients signature, j'avais noté. Qui est l'idée que c'est cet ingrédient, il n'y a que notre bar qui le fait. Et si tu vas chez le bar du voisin, tu n'auras jamais le même cocktail. Après, l'entre-deux existe aussi. Hein. Tu sais, dans la motivation à faire maison, tu as le côté signature, puis à un moment donné, tu en as marre parce qu'en fait, faut quand même à un moment donné produire. Et tu vois, c'est pas forcément évident quand tu es
dans un bac bar petit, parce que tout le monde n'a pas un labo. Oui. Et du coup, des gens comme nous, mais il y en a d'autres, on fait aussi pour des bars l'espresso signature, parce qu'ils viennent nous voir et disent on en a marre, on n'en peut plus. Et du coup, la recette, c'est celle-là. Est-ce que vous pouvez nous la reformuler chez vous? Combien ça coûterait de vous l'acheter, etc. Donc, tu as aussi t'as de l'hybride dans les deux sens. C'est-à-dire, tu as de l'hybride qui se fait dans le bar, et puis après, tu as possiblement des gens qui reviennent te voir parce qu'ils cherchent quelqu'un qui a un atelier pour produire cet élément signature c'est ça, dans un atelier digne de ce nom. Là, c'est quand ils ont bien épuré le sujet qu'ils se sont dit c'est quand même très très chiant à faire. Très chiant à faire. Vous pouvez pas le faire pour nous, s'il vous plaît? Bah, en parlant de très chiant, mais qui est né d'une nécessité, il y a eu un trend, un trend, je sais pas, ces derniers mois. C'est qu'en fait, il y a une pénurie de chartreuses aux États-Unis. Ce qui fait que des bartenders se sont posé la question de refaire. Bah, comment fait notre chartreuse maison, finalement? Je sais pas si tu as vu, ça c'est la première. Il en a refait une. Il a fait chartreuse jaune, et la verte. Et il y a un truc qui est extraordinaire, c'est quand même, tu vois, ce mec-là, par exemple, on parlait de fait maison et des techniques qui sont pas encore industrielles. Donc je précise, je suis en train de montrer en vidéo une vidéo de Truffles on the Rocks. Voilà, c'est Jean-Félix Desfossés, qui est un Canadien, je crois, et qui fait des vidéos incroyables sur justement des choses faites à la maison, mais avec un niveau de ouf. Mais dans sa cuisine. Dans sa cuisine. Très décomplexé. Avec, il va faire un super juice avec tant de malique, tant de citrique, tant de sel, tant d'écorce, etc. Et tu vois, typiquement dans cette recette qu'on est en train de regarder, il fait infuser des épices. Donc il fait un procédé de liqueur, il fait infuser des épices dans de l'alcool neutre, puis ensuite il assemble ces différentes infusions. Et dans une autre vidéo, il fait un truc qui, moi, me parle beaucoup, parce qu'en plus, on n'a pas industrialisé cette idée, mais je suis en train de regarder. Il fait une extraction. Attention, breaking news. Breaking news. Il fait une extraction par saturation d'azote. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu d'infuser 5 semaines dans une solution alcoolique, il met les solides dans l'alcool dans un siphon. Ah oui. Il sature en azote. L'azote rentre jusqu'en dans la moindre molécule des solides. Il dégaze d'un coup. Il y a un dégazage complètement anarchique de l'azote qui arrache les molécules qui se trouvent dans les solides. Qui accentue en fait et accélère l'extraction de saveur. 5 heures au lieu de 5 semaines. Voilà. Bah ça, c'est l'école Dave Arnold de Liquid Intelligence. Il me semble que c'est lui qui avait introduit cette technique. D'ailleurs, utilisez des bons siphons si vous faites ça. Ouais, et puis mettez bien un gobelet pour le dégazage. Si vous voulez pas repeindre la cuisine. Ça c'est super important par contre, mais c'est un petit point que je veux amener parce que moi j'ai des anecdotes, je vais pas citer aujourd'hui, mais qui sont pas des anecdotes très très cool, où il y a beaucoup de gens qui s'essayent des fois à ce genre de technique-là et qui achètent des fois du matériel vraiment bas de gamme, mais vraiment vraiment bas de gamme, parce que oui, sur Wish Lauren ou sur d'autres sites à la con, tu peux trouver des trucs pas chers. Mais un siphon, un truc sous pression qui respecte pas quand même un certain nombre de sécurité. Pression et métal égale danger. C'est ça, c'est très 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 dangereux. Donc renseignez-vous, achetez pas n'importe quoi non plus. Je crois par défaut, c'est la marque, c'est Easy ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, s'ils veulent nous sponsoriser. je le glisse là. Mais bon, très bonne marque qui a priori ne te pète pas à la gueule. Exactement. Donc ces motivations produits, on voit que ça peut aller jusqu'à il y a plus de chartreuse, comment je me démerde sans chartreuse. On avait noté alors j'ai noté motivation économique, à savoir que peut-être dans certains cas c'est moins cher de faire maison, on n'y pense pas forcément, mais il n'y a pas l'effet d'échelle, mais les trucs typiques, simple syrup, ça n'a évidemment pas de sens d'aller payer, je sais pas, 4, 8, 12 euros le litre de sirop simple, alors que vous pourriez en faire 20 au même prix au final. Ça dépend si tu payes ton personnel. C'est toujours pareil, ça. Oui, mais typiquement, dans le cas du sirop simple, ça prend littéralement 5 minutes et tu peux batcher. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des bartenders très novices qui nous suivent, mais vous n'avez pas besoin de faire bouillir de l'eau pour faire un sirop simple. Hein. Vous mettez directement le sucre dans l'eau, ça prendra un peu plus de temps à se dissoudre, mais ça va se dissoudre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc peut-être il y a une logique de costing qui peut être intéressant. Sur les produits, je t'interromps, mais pour rebondir sur la réaction du coup de Florian, sur les produits qui sont plus complexes,
c'est une notion. Alors, je vais rebondir sur, tu sais, le sujet quand on a traité le coût des cartes, etc. Oui. Je vais rebondir sur l'étude, tu sais, des bars Ah bah aux oui. États-Unis. Ouais, On a traité un sujet différent. On avait parlé du Negroni dans différents États. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller regarder cet épisode-là où on a parlé, on a trouvé en fait une étude qui prend le coût du Negroni pour savoir exactement quel était le prix de revient du Negroni, mais qui pondérait également le coût humain à l'heure. Et sur des préparations maison, quand tu as certains établissements qui travaillent avec une grosse partie de laboratoire, hein, donc sur la mise en place, tu peux avoir des gars qui shiftent, mais qui font 6 heures de mise en place à la finalité et qui vont se retrouver avec uniquement 2... voilà, exactement. Impeccable. On le voit à l'écran, du coup, on le repartage aussi avec des bars de... Il y avait Nashville, Nola, etc. Et tu avais vraiment la proportion... Inception, exactement. Oui. Nous dans nous. Où effectivement, on a cette notion de coût et il faut se permettre de pouvoir avoir du personnel qui fait 4 heures de préparation. Parce que tout ne se fait pas pendant la nuit en infusion, etc. Pour les trucs qui sont très simples, typiquement sirop, enfin, simple syrup, etc., ou 2-3 trucs d'infusion à la con, concrètement, ça, on sait que ça perd pas de temps. Mais quand on commence à travailler des choses, etc., tu le dis bien, rentabiliser. Oui. Puis il y a des trucs, faut pas que tu restes devant, mais faut que tu as quand même une étape. Il faut parce vérifier. qu'à un moment, ton filtre, enfin, tu fais ta clarification, puis à un moment donné, il va falloir que quand même tu changes. Donc, ça demande quand même. Ça fait partie du shift. Oui, évidemment, quand je parlais de costing, c'était en n'oubliant pas d'inclure évidemment qu'il y a des coûts auxquels on pense pas, mais le temps en est un. Surtout en France. L'énergie aussi. Hein, si vous devez faire bouillir plein de casseroles, voilà. La place. Porter Exactement. des sacs d'épices. Effectivement, la logistique. Et la place. En tout cas, si on reste sur la partie économique, j'avais noté aussi le fait de simplement rentabiliser des outils achetés. Typiquement, vous êtes un bar, vous êtes équipé avec, je prends l'exemple extrême, mais un Rotavap, c'est pas pour qu'ils prennent la poussière. C'est pas faux. C'est quoi le premier prix d'un Rotavap? J'imagine c'est peut-être 6000 balles, je sais pas. Ouais, j'allais dire. J'allais dire au-dessus de 5000, ouais. Mais... Ouais, c'est aux alentours de. J'aurais dit peut-être un bon, c'est 8000. Après, t'as pas tant de bars que ça équipés. Oui, mais je prends l'exemple extrême. Hein. Ouais. Mais c'était. Quand Chris disait en Allemagne et tout, dans des lieux, c'est vrai que tu vas dans des lieux. Je me rappelle, t'es allé à Fabeley à Berlin, et puis tu vas aux toilettes, et t'as 2 énormes photocopieurs, et tu demandes, et il fait, ah ouais, ça, avec ça, on déshydrate les garniches. Tu vois, en faisant de la cryo-évaporation. Puis là, c'est notre machine à clear ice. Je fais, ah ouais. Et donc, tu vois que t'as quand même une... Et effectivement, une fois que t'as ces machines dans le lieu, bah, effectivement, faut aussi que tu calcules que... Enfin, tu calcules peut-être pas comme ça dans le bar, mais il faut amortir tes machines en les utilisant, tout simplement. Quoi. C'est sans citer pas si loin que ça, il y a un établissement aussi, c'est une question, tu le dis très bien, de place. Il faut pouvoir se permettre en fait d'avoir certaines préparations. Il y a un bar à Paris, il y a une mezzanine, et une partie de la mezzanine sert à poser les Rotovap et d'autres machines. Ça, c'est Danico. Non, non, mais c'est vrai, mais typiquement, bon, après, c'est dans un recoin de ça, je trouve qu'en plus, c'est assez intéressant parce que tu as une vue dessus sans que ce soit en plus prenant. Donc, c'est assez rigolo et tu le vois, ça tourne pendant le service, etc. Donc, tu as un côté un peu happening, divertissant, etc. Entertainment qui est ultra intéressant. Et en plus, ça fait parler. Mais il faut de la place, quoi. Tout le monde n'a pas la chance d'être sur des établissements comme. Où tu as Abstract à Lyon, on a fait une interview sur Bar News, où ça fait partie littéralement du projet. C'est pas un gadget, c'est leur ADN. Clumsys, typiquement, tu vois, à Athènes, Clumsys qui a carrément une salle en fait dédiée, tu vois, à ça, quoi. Ah oui, non, je pensais pas à ça. Donc Abstract à Lyon, ils font ils appellent ça des monochromes. Et ils vont aller, on parlait de produits pas dispo, ils vont aller distiller, je sais pas, extraire l'arôme du beurre, d'un beurre local en plus, tant qu'à faire. Pour apporter, je sais pas, une touche croissant à un cocktail, j'imagine ce genre de choses. Et donc, le labo fait partie du lieu. Voilà. Là, on vous invite à aller regarder sur l'article. On voit vraiment que vous avez le bar et toute une partie qui est vitrée en fait du bar et qui un peu comme une cuisine finalement vitrée, mais sauf que c'est un laboratoire avec l'intégralité du matériel nécessaire aux extractions, aux infusions, etc. et à la conservation. Exactement. Et ils ouvrent un bar à Paris, rue Saint-Sauveur. Je pense peut-être à la rentrée ou début 2026. Je sais pas trop c'est quoi les timings, mais il me semble que
les monochromes qu'ils utiliseront, ce sont ceux produits à Lyon. Ils n'auront pas la place de toute façon de faire un labo à Paris. Mais voilà, si on reste sur la partie économique, qu'est-ce que je me suis noté d'intéressant ? Le upcycling. Alors c'est encore un autre angle, mais j'avais donc rentabilisé les hop. Tu l'as évoqué juste avant, valoriser le prix des boissons, tout simplement. Je fais un truc maison, du coup, mon cocktail il est 3 balles plus cher. Et voilà. Et je te l'explique et tout fait sens. Effectivement, l'upcycling, je pense qu'il y a des bars où c'est effectivement très, très, très important, où il y a une logique, je pense notamment à Symbiose, où tu as la cuisine qui fait des choses, et il y a peut-être des sous-produits de cette cuisine. Qu'est-ce qu'ils font au bar ? Ils prennent, je sais pas, les pelures de tel ou tel élément et ils imaginent des cocktails autour. Donc, pareil, ça joue sur le storytelling, ça joue sur le côté purement éthique et économique, évidemment, puisqu'on utilise 100% de ce qu'on a consommé, quoi. J'ai noté quoi ? Efficience. Ah oui, ça c'est. Je pensais à un truc, c'était le sirop de menthe là, dont tu as parlé plusieurs fois, Chris, dans d'autres épisodes là, de Steve the Bartender. Je sais pas si tu l'as testé d'ailleurs. Ah, pour son mojito. Ouais. Alors oui, faut pouvoir le reproduire. Ah, t'as testé ? Ça avait l'air plutôt simple en mode. Oui, tout à fait. Mais tout paraît très simple quand tu l'as jamais fait. Si vous connaissez pas, c'est donc Steve the Bartender. Pareil, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle The Secret to Making a Mojito in Less Cool. than Je vous écoute 30 religieusement, seconds. mais j'ai raté ça. Ouais. Tu vois, je regarderai. Alors moi, ce que j'ai retenu de cette technique, c'est qu'il il faisait bouillir de l'eau, il mettait quelques secondes la menthe dans l'eau et que ça faisait une belle extraction. Et que derrière, un palier. En fait, il y a un truc qui est particulier aussi, c'est-à-dire que même avant l'étape d'industrialisation, c'est que typiquement, ça, c'est le Saint Graal, et j'en parle beaucoup quand je fais des interventions ou des formations, c'est le mojito. Tu vois, quand je commence une formation avec ça, les gens ils font « Oh non, putain, fais chier, le mojito. » Ah putain, non, pas le mojito. Mais en fait, le mojito, si, parce que c'est rentable, etc. Mais c'est comment faire un mojito qui claque, qui soit bon, et qui soit surtout ultra rapide et rentable à faire. Et ça, c'est des vraies techniques, tu vois, typiquement, qui te permettraient d'avoir des choses qui sont intéressantes. Ça, je trouve que c'est des vraies choses en plus. Pas d'accord. Quoi Morito, tu l'as perdu à Morito, je crois. Mais non, mais moi j'ai un aspect. Moi, j'aime beaucoup batcher. J'aime bien l'efficience, l'efficacité, et ça, c'est un vrai challenge parce que je trouve qu'aujourd'hui, j'étais au Hellfest il y a pas plus tard qu'il y a une semaine. Il y avait un Mojito Havana Club on tap. Malheureusement, je trouve qu'on retrouve pas le goût du Mojito fraîchement fait. À Drinks & Co, on avait goûté aussi un Mojito, alors qui n'était pas celui, bizarrement, apparemment, c'était pas celui d'Havana Club Pernod Ricard. Et pareil, il y a l'idée du Mojito, mais c'est pas. Et voilà. Et apparemment, Steve the Bartender aurait trouvé la solution pour avoir les deux. En fait, la clé, pour ceux qui veulent vraiment geeker, pardon, je t'interromps, il y a une clé, parce qu'on a penché dessus avec un confrère, qui est hyper intéressante et que tu as du mal à synthétiser ou à extraire. C'est un goût qui te fait une grosse différence. C'est que tu as le goût de la menthe, mais tu as la chlorophylle aussi. En fait, la clé, c'est cette espèce de saveur de chlorophylle qui te donne tout ce côté gourmand en fait, au mojito, que tu n'as pas dans un sirop de menthe, que tu n'as pas dans ce genre de choses-là, en fait, que tu as très très peu au final. Et c'est là où l'extraction, par exemple, d'un sarcet de Steve ou autre, elle peut avoir son intérêt. Mais il faut la tester aussi, parce que c'est pareil, ça dépend de plein de choses. Et moi, j'ai plusieurs trucs là-dessus. C'est que le premier, c'est que déjà, en fait, on dit la menthe, mais il y a 15 000 variétés de menthe, en fait. Oui, déjà. Donc, tu vois, déjà, où tu prends ta menthe, est-ce que tu es sur une menthe fraîche ? Est-ce que, en fait, tu es sur des batchs plus gros et du coup, tu peux plus vraiment le faire à base de menthe fraîche ? Donc, en fait, quand tu alors je vais redire industrialise, quand tu veux faire des choses... C'est pas un gros mot. Voilà, quand tu industrialises, il y a des notions de sourcing qui sont complètement différentes de ce que tu peux faire en fait maison. Il y a des notions de précision aussi rapport aux analyses et à la variété de la menthe, parce que tu peux avoir la bonne variété de menthe, mais si tu n'as aucune idée d'où elle vient, de comment elle était produite... On parle de menthe, mais ça vaut pour toutes les matières premières. Ça vaut pour toutes les matières premières. Et là, en fait, il y a encore un truc qui est plus compliqué. On n'en a pas trop
trop parlé, mais c'est que quand tu fais du fait maison, si tu fais une liqueur, si tu fais un alcool, bon, t'as l'alcool, tu vas avoir des fois du sucre. Le combiné des deux, tu vas te retrouver avec quelque chose de stable. Tu fais un super juice, bon, si tu le fais, c'est que tu maîtrises à peu près la règle des acides et tu vas avoir quelque chose de stable parce que tu as des acides. Bon, bah, quand tu fais un sirop, c'est presque ce qui est le plus compliqué à faire en étant stable parce que si tu mets pas assez de sucre, ce sera vraiment pas de stable. Mais des fois, tu veux pas mettre le niveau de sucre que tu dois mettre pour que ce soit stable. Donc, tu as la fameuse guerre du sucre. La guerre du sucre. C'est trop ou pas assez? Mais ouais, mais en fait, si tu mets que du sucre, c'est-à-dire si tu es en train de faire un sirop et que donc tu te dis je le fais maison, je veux pas mettre d'autres conservateurs, je veux pas l'acidifier, je veux rien, eh ben, il faut que tu mettes du sucre si tu veux qu'il soit stable. Et parfois, c'est un peu antinomique avec le résultat que tu veux obtenir. Oui. Quand tu fais ton sirop et que tu respectes des paliers avec des plongeons maîtrisés de ta matière dans la base aqueuse que tu utilises, etc. Donc, c'est presque ce qui est le plus compliqué. C'est là où quand tu veux faire un sirop, si tu veux, entre guillemets, le faire et qu'il te dure dans le temps et qu'il soit constant et que tu sois stable, etc., c'est quasiment plus difficile qu'une liqueur, par exemple. Enfin, oui. En termes de fait maison, on ne dirait pas, mais... T'enlèves un stabilisant et un extracteur aussi aromatique. Hein, exactement. Ça fait partie des gros extracteurs. Hein. Bah, du coup, tu chauffes. Nous, on chauffe. Enfin, chez Boudier, on chauffe jamais pour faire Du coup, on fait des macérations, pas des infusions. Mais c'est vrai que du coup, quand tu es sur base aqueuse, très, 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 très souvent, enfin, je vois pas de cas où t'en as pas, tu chauffes. Où j'en étais? Donc, efficience, on parlait du fameux sironnement. Autre axe que j'avais noté, c'était donc évidemment les motivations éthiques. Donc, on l'a vu avec l'idée d'upcycling, l'idée de faire de l'ultra local aussi. C'est une motivation de faire marcher le business d'à côté. Et donc, je citais l'exemple de Symbiose. Je ne sais pas si vous en avez d'autres d'ailleurs, mais il me semble... J'imagine la démarche qu'il y a eu avec le Little Red Door aussi, ils avaient fait un menu terroir, machin. C'était aussi dans cette logique-là. Autre motivation, alors celle-là, on n'y pense peut-être pas, mais elle compte beaucoup pour moi. C'est des motivations purement créatives et pédagogiques. On peut le faire simplement parce que c'est fun, en fait. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de prep que je faisais à une époque, juste parce que il y a une notion de fun, d'être impliqué vraiment dans la conception de ce qu'on propose. Et il y a un aspect purement pédagogique. Finalement, peut-être qu'en essayant de faire ma liqueur maison, je comprends les problématiques qu'un Gabriel Boudier peut faire face à plus grande échelle. Et j'apprends moi-même que, si je mets un peu trop de clous de girofle, en fait, on sent plus rien d'autre chose. Et de découvrir aussi comment les ingrédients combinent les uns avec les autres, ou est-ce que c'est plus facile de tout mettre ensemble et de faire macérer, ou est-ce que vaut mieux assembler un par un, et c'est... Voilà, une des motivations que je vois, et j'imagine que certains, ça marche beaucoup pour ça, quand bien même ça ne doit pas ravir Moi, j'ai leur beaucoup patron. appris comme ça. Ouais. Dans ma cuisine, là, à faire des petits trucs, c'était... Mais ouais, parce que tu te rends pas compte, mais il y a des trucs, tu vas les infuser dans un alcool très fort parce qu'il faut les extraire très fort, tu vois, les agrumes, des choses un peu solides, les épices, puis il y a d'autres choses, c'est les fruits. Donc, il faut les extraire dans un alcool beaucoup moins fort, mais peut-être un petit peu plus longtemps. Il y a des choses qu'il faut presser, d'autres pas presser. Ouais. Mais c'est un vrai boulot, en fait. Ce qu'on voit pas, en fait, en arrière du décor, et t'en parleras aussi dans le métier que vous faites, tu vois, chez Gabriel Boudier, mais il y a une vraie expertise d'ingénierie derrière où ah non, mais moi, je vais la faire moi-même. Effectivement, des fois, tu prends des grandes gifles parce que tu te dis, voilà, mais en fait... c'est chiant. Ça rend pourquoi moi quand je le fais, c'est fait maison mais ça pue. Ou c'est pourquoi c'est des. Ou ça trouble. Pourquoi ça trouble les fameux effets de blouchissement. Pourquoi je m'évanouis. Pourquoi il bouge plus. Pourquoi il bouge plus le client. Après il y a un terme sur lequel et ça j'ai juste un point là-dessus qui est hyper important, c'est quand on parle de industrialisation. C'est un terme qui fait toujours un petit peu peur, mais je vais en revenir à un espèce d'énorme débat où on parlait. Je vais reprendre un autre exemple en parallèle, mais on parlait des rhums. Quand on parle de rhum, on parle de rhum agricole, et vous avez une école qui parlait de rhum industriel. Voilà. Donc ça a été un peu changeant, des rhums traditionnels et les rhums agricoles. Industrialiser quelque chose, c'est le faire dans une industrie. C'est juste qu'il faut le
moi, je pars du principe que c'est plus le produire à plus grande échelle, tout simplement. C'est être capable de le produire dans une usine. C'est très facile de produire un truc cool dans un labo en demi-litre. En faire des palettes, c'est autre chose. Et légalement, c'est autre chose aussi. Parce que tu n'as pas les contraintes dans ta cuisine ou dans ton labo de bar que tu as dans une industrie qui produit et qui distribue. Mais voilà. Tout ça pour dire que le mot industriel, pour moi, est plus... autant quand j'étais plus jeune, est-ce que tu es industriel Mais en fait, il y a plusieurs tailles déjà d'industrie. Exactement. Plusieurs tailles d'alambic, de choses comme ça. Tu en parlais de la plus-value, par exemple, de faire de l'alcool neutre ou pas, c'est pareil. C'est très industriel, avec une façon usine à gaz. Et puis une industrie, c'est une société. C'est juste une société. Ouais, oui, pour moi, c'est reproduire quelque chose. Peut-être le paroxysme de ça, du vrai industriel, c'est celui qui sait où faire une usine et comment faire une usine pour qu'en fait son produit ce soit le même à l'autre bout du monde que chez soi et pour autant il n'est pas produit dans la même dans le même type de production. Je vois pas de qui tu parles. Mais non, mais c'est intéressant. Il y a des très très grosses sociétés multinationales, etc., des très belles sociétés très importantes qui ont beaucoup d'argent, qui sont capables dans ces mêmes usines de faire des produits craft. Bien sûr. Étiquetés craft, moi je trouve ça incroyable. Mais ça m'évoque le podcast où tu n'étais pas là sur les 17 derniers, que j'ai fait avec Ben Missoff. Avec Ben, ouais. Ben, je suis désolé, le seul jour où tu es venu, je n'étais pas là. On parlait de greenwashing. Ouais. Et ce que j'expliquais là-dedans, c'est que finalement, industriel, pas industriel, on s'en fout. L'idée, c'est est-ce que tu es transparent. Voilà. Je veux dire, quand tu vois un Jack Daniels, un machin, c'est monumental ce qu'ils font, sauf que tu peux visiter le truc, tu vois comment c'est fait, et puis t'en ressors, tu te dis pas, ah les salauds, quoi. Non, c'est juste, ils font ce qu'ils font, ils le font bien, ils le font à une échelle monumentale, et puis voilà, tout va bien. Et puis, tu peux faire les choses bien à grande échelle. Le whisky écossais, c'est industriel par définition. La bière, le vin. Ouais. T'arrives à faire des trucs totalement dingues en restant respectueux des produits alors que t'en produis une quantité qui est relativement importante. Exactement. Donc, motivation créative. J'avais noté aussi donner une légitimité au bar par rapport à la cuisine. Donc ça, c'est peut-être là, j'en reviens à mon petit point d'avant sur est-ce que Top Chef a une influence là-dessus. Tu me diras notamment, Chris, est-ce que je dis de la merde, mais j'ai le sentiment que le bar a une certaine frustration vis-à-vis de la cuisine. Ah bon? Ouais. Sérieux? Oui. Putain, moi, je le ressens pas. Moi, je suis un newbie dans cette industrie, mais... En fait, j'ai le sentiment que la cuisine, tu as des chefs stars, tu as des émissions qui en parlent, c'est moléculaire, c'est machin truc, c'est tout beau, c'est magnifique, c'est fait maison. Et le bar est le vilain petit canard derrière. Ouais. Et finalement, le fait de faire maison des produits, c'est une manière de trouver sa légitimité, de se définir non plus comme un bartender, un mec qui juste il sert des ricards et voilà, mais vraiment comme quelqu'un qui est un chef liquide. Ah, je vois, le fameux liquid chef. Voilà, est-ce que je dis de la merde? Tu dis jamais de la merde. Mais alors, moi qui suis un newbie dans l'industrie, j'ai plutôt eu l'impression, parce que dans le monde, moi je viens du monde du vin, où tu traites énormément avec les chefs en tant que, enfin, ça peut être soit des ambassadeurs, des clients, des fournisseurs, si tu fais des accords mévins, des choses du style. J'ai eu l'impression en arrivant dans cette industrie que justement le bartender, dans sa version évoluée à la Dragon Ball, tu vois, c'est qu'à la fin, c'est le chef, c'est le propriétaire d'établissement, c'est le chef de salle, c'est le staff manager, c'est le représentant, c'est le PR, tu vois, c'est la spokesperson, c'est le gars qui fait les voyages pour aller porter le message. Donc, j'avais l'impression que parfois, au moins certains des bartenders dans ce qu'ils projetaient de leur futur, en tout cas, il y avait cette volonté d'être, alors pas le one-man show, mais en tout cas d'être multicasquette à un point que je trouvais plus élevé que la cuisine. Par contre, après, effectivement, il y a des émissions de cuisine, il y a des cuistots, enfin des cuisiniers ou des chefs stars. T'as moins de barman ou alors plus dans des niches, enfin, où ils sont peut-être moins connus du grand public, mais... J'ai une super anecdote. Et ce que je dis n'est pas qu'une problématique de loi Evin. On peut regarder aux États-Unis le nombre d'émissions de cuisine versus le nombre d'émissions qui parlent un minimum de bars ou de cocktails. Le ratio, il est
Ouais. Voilà, je te laisse à ton anecdote. Non, mais c'est vrai, c'est important parce qu'il y a C'est- de plus en plus, tu m'as Drink Master, etc., ce genre de choses-là, ça en fait partie. Mais il y a eu un avant-après. Et moi, je le vois pas comme une frustration. En fait, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que l'industrie du bar s'est servie de ce qui s'est passé sur la cuisine et la médiatisation de la cuisine. Et du coup, ça a intéressé aussi les médias en se disant, ah, mais en fait, tiens, ce restaurant-là, il a un bar. Putain, ils font des cocktails, c'est cool. En fait, le liquide, c'est cool. Mettons à part la loi E20, d'accord? Là, on la met, etc. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, etc. Tout ça. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec le fait de viser la loi E20 ou pas. Mais en termes de com, j'ai une super anecdote. Il y a une faculté, par exemple, que une société a eu. Un jour, j'ai reçu un brief, il y a longtemps. C'était, allez, on va dire 3-4 ans, allez, même 4 ans après le début, justement, des top chefs, etc., qui ont commencé à mettre en avant. On a reçu un brief dans une agence que j'avais pour aller développer un concours qui se serait appelé Top Barman. Je salue l'originalité du brief et la recherche absolument pas ciblée qu'il y a eu. En même temps, je vais te dire que quand il y a un truc qui marche, allons-y. Il n'y avait pas de relais médias, etc. Mais c'était plus le principe en fait des épreuves et compagnie. Bon, moi, c'était plus le nom qui me rendait dingue, mais bon, c'est pas grave. Enfin, bon, le truc finalement n'a jamais vu le jour, mais c'est pas très grave en soi. Ce qui, je pense, est important, c'est qu'il y a eu deux choses. À l'époque, avant les émissions télévisuelles justement axées sur la partie gastronomique, un cuisinier était malheureusement enfermé dans sa cuisine, dans le fond du restaurant. Et au fur et à mesure du temps, il y a eu toutes ces émissions qui ont popularisé, etc., et qui ont popularisé non seulement leur métier, mais qui a mis en avant le fait qu'on a envie de les voir travailler. Donc de plus en plus, le bar du restaurant est devenu la cuisine. Il y a eu une explosion des cuisines ouvertes depuis la médiatisation. Il n'y en avait pas autant avant. Le fameux bar à manger. T'y vas, tu prends un verre de vin. Là, j'étais à Vannes il n'y a pas longtemps, j'ai fait une table incroyable. C'était le bar. En fait, il n'y a que le bar. Un bar long, et t'as le chef qui se croise avec le patron qui te fait des verres de vin, qui te fait à manger. Super expérience. C'est juste génial. Et ça a commencé effectivement à s'ouvrir et ça a été de plus en plus popularisé. Et donc, on a eu tous ces bars à manger, ces cuisines ouvertes qui se sont développées. Et puis, certains médias, alors pas télévisuels, mais même des médias pro ou autres, etc., ont commencé aussi à plébisciter les barman, à mettre en avant aussi le métier de barman dans de la presse générique. Je vous donne un exemple. Oui, c'est vrai. Pour un petit concours, le premier, je m'en fous. La première édition en fait qu'on avait organisée du World Class, où la France participait, c'était donc du coup la 3e édition internationale. Un des gains, c'était un article, donc la personne se reconnaîtra, Maxime, si tu m'entends, qui fait toujours parler de lui dans l'industrie, Maxime Hurt, avait eu la possibilité, il avait une demi-page en fait sur lui dans Forbes. Ok. Donc ça, c'était aussi c'était bien dans Forbes. On avait un budget, donc du coup, on avait eu la possibilité de plébisciter en fait justement ce métier, ce travail, etc. Donc on a commencé surtout à entendre parler du métier de bartender dans de la presse générique, pas que de la presse spécialisée justement, Drinks International ou autre, etc. ou Ponche et compagnie. Et ça, je pense que ça a été plus il y a eu cette espèce de lien de cause à effet où le cuisinier est sorti de sa cuisine et est venu se mettre derrière le bar. Il s'est starifié. Et puis du coup, avec ses starifiés, et puis du coup, boum, on est arrivé à un stade où, ça y est, on a un métier de barman, la mixologie, le cocktail, etc. Et ça s'est, davantage démocratisé. Je pense que on s'est plus servi de ça a été du bon, moi, je trouve, ces genres de choses. Ça nous a permis de sortir aussi un peu de l'ombre au niveau média. Oui, donc il y a un effet légitimité qui pousse à faire ça. Dernier point que j'avais sur ce premier truc, c'était motivation aussi d'image et de positionnement. Donc on l'a vu, c'est aussi se donner une image de craft. On est un bar craft, du coup on fait des choses sur place. Je me demande s'il n'y a pas un effet aussi award. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te classer au 50 best si tu fais juste des Manhattan et des whisky sour? Je ne sais pas, peut-être. Si c'est toi qui as fait ton rail, tu peux, mais c'est un produit maison. Oui, mais putain, c'est compliqué. Mais comme on voit aussi l'effet de tout le côté développement durable dans le bar et qu'on voit que c'est le genre de choses, de critères qui sont pris en compte dans les awards. Finalement, le côté RSE est un bon point pour un bar. Donc, il y a peut-être cet effet-là. Et on l'a évoqué tout du long, évidemment, le storytelling. Le fait d'être capable de raconter une histoire autour de son cocktail qui est beaucoup plus connivente avec son client que si on dit juste... j'ai pris le whisky XY de la distillerie au fin fond
des Highlands ou je ne sais quoi. Il peut y avoir une histoire de théâtralisation. Là, je pensais peut-être qu'il y a des preps qui sont faits minutes. Et qui peut-être. Les flash infusion dans les siphons, les trucs comme ça, t'en parlais, ça se fait beaucoup en compétition. Voilà. Et qui du coup est une manière de théâtraliser le cocktail, dans le sens où on montre. J'allais dire les rituels aussi. Il y a une notion de théâtralisation aussi quand même du service. Alors soit ça peut être par une mise en avant des choses qui ont été faites maison auparavant, ou même par une espèce de préparation minute qui peut avoir du sens. Mais effectivement, ça fait partie aussi de l'expérience du client. Au même titre que comment je présente la carte et comment j'apporte en fait le choix du drink au client et comment je lui apporte de l'information justement en essayant de lui montrer que j'ai travaillé des choses spécifiques. Et ça, je pense qu'effectivement ça a du sens au-delà même de se dire est-ce que je vais gagner cet awards, mais c'est est-ce que mon client il va kiffer, il va revenir parce qu'en fait il a une expérience qui est ouf, qui est pas la même à chaque fois, qui est travaillée et du coup qui revient à cette expérience, mais ça impose de les travailler effectivement sur cette base de choses faites maison Donc c'est ce que j'avais noté, ce qui je pense résume ce que tu viens de dire, c'est la connexion émotionnelle avec le client. C'est beau. C'est vachement mieux dit. C'est beau. Il ne serait pas sur pied, il m'aurait fait un petit mic dropping, je pense, Fred, et il se serait barré. J'adore. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour sur qu'est-ce qui motive un bar à faire du fait maison. Maintenant, interrogeons-nous sur qu'est-ce qui motive un bar à juste pas faire du fait maison. Parce qu'il y a aussi plein de choses rationnelles qui font que on le fait pas. Contre-argumentaire. Exactement. C'est très scolaire aujourd'hui. C'est thèse, antithèse, synthèse. Et probablement que tu auras plein d'arguments, Florian, dans ce sens-là. Mais nous, on se barre à la fin. Il t'a pas dit, Fred, mais nous, les 5 dernières minutes, on n'est pas là. On va chercher une petite salle un peu au frais. Donc, ce que j'ai noté, des motivations purement organisationnelles et RH. Donc, c'est ce que tu évoquais au tout début. Finalement, déjà, il faut former des équipes pour le faire, ou il faut avoir des équipes qui arrivent à recruter des gens qui savent le faire. Donc, on peut faire face à un manque de compétences ou à aussi peut-être qu'on en parlait quand on a fait le podcast avec Nicolas Munoz là, sur Bisous. C'est comment tu transmets des savoirs à tes équipes et tout, qui peut être très difficile si tout n'est pas carré dans tes preps maison finalement. J'ai noté ça. Donc, manque de compétences. Évidemment, le fait de passer à des produits qui existent, c'est un gain de temps monumental. Tu l'évoquais potentiellement, peut-être pour certains, même faire un simple syrup, c'est trop chronophage et ça fait sens d'en acheter par rapport au coût de la main-d'œuvre. Ou peut-être par rapport aux pénuries de personnel aussi auxquelles peuvent faire face les bars. Ou à l'allocation du temps de ton personnel, en fait. Parce que des fois, tu as le personnel, mais c'est juste, tu dis, s'ils sont en train de faire le simple syrup, ils sont pas en train de faire la mise en place et ce soir-là, ça marche pas pour telle ou telle raison. Du coup, j'ai pas de simple syrup 4 jours ou 5 jours après. Du coup, tu vois. Et même pour aller plus loin, c'est de te dire, finalement, ce temps qu'on passe à faire une prep, c'est peut-être du temps en moins ou du staff en moins qu'on peut mobiliser pour faire tout simplement de l'hospitality. Ce que les gens viennent chercher en fait en premier. Exactement. Quand on va dans un bar, c'est pas pour qu'on nous raconte comment le mec a bossé pendant 8 heures avant l'ouverture. Donc il y avait ça. J'en ai noté un. C'est juste la flemme. Soyons honnêtes. C'est tellement plus simple d'ouvrir la page web du distributeur et de faire. Mais moi j'ai souvent cet argument-là en disant mais c'est quoi? J'utilise ça. Et du coup, des fois, pour les emmerder, tu fais pas effet. J'ai autre chose à foutre. Et par contre, c'est vrai, on parle de l'hospitalité, mais le côté hospo, et on en a parlé encore il y a pas si longtemps que ça avec d'autres personnes de l'industrie. Ça reste, faut pas oublier que ça reste la clé, quoi. C'est-à-dire que pour que les clients ils reviennent, le fidéliser le client, ça passe en fait à 98% par l'hospitalité. Donc c'est quand même le truc effectivement qui est hyper important. Mais à la limite, je préfère des produits maison et 15 heures de prep derrière et au moins c'est rapide à faire le drinks et t'as le temps de discuter avec le mec. Quelle rigueur t'explique comment il a fait, mais ça crée, tu vois, une interaction, ça crée un contact, tu vois, social, gustatif,
qui est hyper important, plutôt que je mets 17 minutes à faire ton verre parce que je fais tout maison, mais tout à la minute. Ouais. Je préfère ça. Et T'as du peut-être coup, un poil moins de chaud, mais je plus. suis stressé, je suis dans un rush. Exactement. Et tu perds complètement l'idée de base qui est le contact en fait avec la clientèle. Après, c'est une question de goût, mais je pense que businessment parlant, c'est plus intéressant d'avoir ça dans un établissement. J'avais noté également, alors c'est peut-être, mais je pense dans toutes les problématiques de santé mentale dont on parle aujourd'hui, et peut-être la quête de Ward, de machin, finalement, ne pas faire du fait maison, c'est éviter un espèce de burn-out créatif qui peut peut-être affecter certains dans le bar, je ne sais pas. Mais ça peut être un argument. J'avais noté comme autre axe, sinon, des motivations purement réglementaires et sanitaires. Donc là, je pense que Florian, tu dois être bien calé là-dessus, puisque évidemment, quand vous faites des produits maison, peut-être que spontanément, vous ne dites pas mais c'est quoi les DLC sur ce que je fais, si j'empoisonne mon client, c'est moi qui suis responsable, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une ref très, très sympa qui existe, qui s'appelle Cocktail Safe. C'est sur, si vous voulez aller checker ça s'appelle cocktailsafe.org. Et c'est fait par Camper English, qui est celui qui a un peu rendu mainstream la Clear Ice, avec sa technique de congélation directionnelle, pour ceux qui suivent tout ça. Clear Ice maison. Voilà. Et il a fait un site qui s'appelle Cocktail Safe, où en fait, il énumère une quantité assez importante d'ingrédients et de se poser la question, est-ce qu'ils sont safe dans le contexte du bar? C'est intéressant ça. Parce que le bartender, il peut être s'envoler dans son côté créatif sans limite, mais des fois on se pose pas la question. En fait, est-ce que je sais pas, je pense là spontanément la fève tonka. Ah bah. C'est un produit qu'on voit dans les bars. Mais si tu l'extrais mal. Mais qui est pas anodin finalement. Non. Donc. Non. Alors c'est marrant de voir ça parce qu'en plus il y a quand même des référentiels qui existent et qui sont tout ce qu'il y a de plus officiel entre le codex et aux États-Unis c'est un autre nom, mais il y a en fait c'est de l'agroalimentaire. Ouais. Tiens, et les ingrédients sont des ingrédients qui doivent être alimentaires. On le précise nous dans le. Alors au début dans la Wizard on avait mis il faut que ce soit dans le codex, puis j'avais dit bah ok. Il est où le codex pour qu'il puisse le consulter? Il avait dit non, laisse tomber. On va pas donner accès au codex en fait. Non mais voilà, c'est des textes un peu bourrins et tout. Donc je comprends qu'on refasse ce travail-là, qui est de venir vulgariser. Je te prends les 40 lignes du codex où j'ai toutes les familles de tous les machins, puis je le résume en une ligne et je te dis si c'est Greenlight ou. C'est américain? C'est américain, ouais. C'est pour ça que sur le deuxième ingrédient du coup de la lettre C, j'ai vu des choses qu'on aurait jamais vues. Hein, charbon, c'est pas alimentaire. Charbon, c'est pas alimentaire. Charbon, tu peux pas faire une liqueur de charbon dans un. C'est pas au charbon, je pense. Non, mais CBD, THC. Ceux qui veulent vraiment utiliser du cannabis et de la marijuana, ça, c'est mal. Ouais. Et c'est pas autorisé. Mais effectivement, il y a des autorisations aussi de pas mal de produits aux États-Unis ou autres. Donc, faut faire gaffe parce que ça, c'est très bien de le préciser. Il y a des choses que t'as pas le droit d'utiliser en France. Voilà. En dehors de ces produits-là, il y en a d'autres, on n'a pas le droit. Ouais, il y a des lois. Hein. Voilà. Et puis citrus, tu vois, j'avais marqué citrus. Donc en vrai, ça citrus dans le codex, ça doit être 800 lignes. Ouais. En tout cas, oui, il y a évidemment ce genre de choses. Enfin, tu vois, quand on a fait l'épisode sur les formations bartending, je sais pas dans quelle mesure on te sensibilise à ces choses-là. Moi, du coup, maintenant, ça fait 11 ans, quand j'ai fait EBS, il n'y avait pas de chapitre sur les prep maison et qu'est-ce qui est safe ou pas. Donc, tu sors de là, tu te dis, je vais faire des sirops et tout. Je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, ce que je dis est totalement faux, mais spontanément, moi, je sais que j'aurais pas pensé. Mais tu l'as pas en formation de cuisine non plus, ça. Ouais. Non. Ah bah tu vois. On t'apprend pas non plus quand tu fais un diplôme culinaire en France, peut-être à l'étranger, j'en sais rien, mais en France, tu n'as aucune formation qui t'explique ce qui est autorisé, de pas autorisé. Alors t'es pas censé utiliser de l'eau de javel, tu vas me dire. Pas une question de bon sens, tu vois. C'est comme non, tu sautes pas sur la voie ferrée, ma chérie. Tu as 4 ans et demi, c'est dangereux, mais non. Là, t'étais là pour. Mais il y a un moment donné où faut aussi, en cuisine, on l'a pas. On n'a pas ce cadre-là en fait légal. T'as pas une formation qui te dit ça, vous avez pas le droit de le faire, c'est dangereux. D'accord. C'est vrai. Hein, t'es sensibilisé au truc via les allergènes.
Oui. En fait, de plus en plus. les allergènes sont quand même une problématique de l'industrie, mais qui se retrouve dans le lieu où va y avoir l'usage. Parce qu'en fait, si le mec il meurt là dans ton bar, c'est dans ton bar qu'il est mort. C'est chiant, C'est quoi. toi qui as fait la PrEP. Non, mais vrai, tu vois ce chiant. que je veux dire, C'est en fait, chiant, ouais. C'est chiant. il y a les allergènes de marquer sur ta contre-étiquette, par exemple, enfin sur ton produit, mais c'est quand même à toi, tu vois, de le mentionner sur ta carte pour que le Oui. mec qui est allergique, il soit au courant qu'il y a un truc qui est allergène, qui est dans un des ingrédients que tu as utilisé pour. Donc, je pense que là-dessus, il y a une sensibilisation de ça, et que du coup, ça te pousse peut-être à t'interroger un petit peu sur la safety des produits. Oui. Mais en gros, moi, l'alimentarité des produits, j'étais pas au carré avant d'arriver chez Boudier. Mais même des trucs cons, hein, mais le barware, tu vois, j'ai fait faire des shakers, des machins et tout. À la fin, il faut les certifs d'alimentarité des trucs. Hein. Ah oui. C'est pas juste tu vas faire des choses, tu vas donner à des barman. Il y a des... C'est pas de la jante de 405, quoi. Ouais, non, mais tu vois, en fait, c'est toute cette notion de food safety, elle touche à tes ingrédients, puis elle touche aussi à ce que tu utilises dans ta cuisine en termes de matos. Enfin, c'est tout un pan qui est largement ignoré par beaucoup, mais qui est super important dans... Ça me fait penser que quand j'étais producteur, j'ai eu une petite visite de la DGCCRF une fois, qui me demandait les certifs de mes tuyaux, par exemple. Ouais, exactement. Ouais. Parce que d'autant plus si vous manipulez et que vous faites des créas avec de l'alcool, l'alcool a un côté corrosif. Et si vous utilisez un plastique quelconque qui est pas adapté, vous allez extraire du plastique dans votre truc, et c'est pas cool. Donc privilégiez du polypropylène, ce genre de choses. Mais voilà, on peut vous demander des choses. Ce qui m'amène à une autre raison. Donc, on va se mettre d'accord que une bonne motivation pour pas faire du fait maison, c'est si vous avez un doute sur ces questions-là, ne le faites pas. L'extension de tout ça, c'est aussi de se poser la question de la légalité. Donc, tu l'introduisais juste avant par rapport à Cocktail Safe sur certains produits qu'on ne peut pas utiliser. Mais moi, je pense à un truc tout bête, mais je pense qu'il y a beaucoup de bars qui veulent s'équiper d'un Rotavap. Ouais. C'est pas neutre de s'équiper d'un Rotavap. Qui plus est, alors si vous voulez mettre de l'eau et des zestes de citron dedans, ils n'auraient pas de problème. Mais dès lors que vous voulez mettre de l'alcool, vous rentrez dans des logiques là de distillerie en fait. Où il faut impliquer les douanes, il faut immatriculer le matos. Alors je sais pas dans quelle mesure les vendeurs de Rotavap sensibilisent les bars potentiellement sur ce genre de problématique, mais ça peut vous coûter très cher. Parce que c'est là, faire de l'alcool, c'est du moonshine là ce que vous faites. Ouais. Non, mais parce qu'en fait effectivement t'achètes un truc pour évaporer. Oui. Donc, pas de problème. Et puis, à la limite, même si tu mets de l'alcool d'un côté et puis que tu évapores, puis que tu récupères ce qu'il y a dans le premier bol et puis que tu t'enlèves le reste, toujours pas de problème, normalement. Parce que t'as acheté... Alors, je pense que dès lors que tu mets de l'alcool, problème. Donc, en fait, problème à chaque fois, parce que... C'est pas de problème si tu dis, je fais des huiles essentielles et je fais des hydrolats. Ouais. Mais dès lors que tu mets un alcool à 20 et que tu concentres, pour moi, il y a problème. Problème parce que tu vas pas déclarer, problème parce que, tout à fait. Oui, parce qu'il y a des vraies logiques douanières derrière. Donc, si vous songez à vous équiper d'un Rotavap, poncez bien le sujet. Dites-vous bien que c'est pas du tout neutre et qu'il y a les douanes, le fisc et plein de gens comme ça qui pourraient vous causer des problèmes. Donc on a vu motivation réglementaire sanitaire, évidemment c'est une très bonne motivation pour pas faire du fait maison. Motivation logistique, j'ai noté. La place, Donc on parlait évidemment de stockage, tu l'évoquais tout à l'heure. Une toute bête, la constance du goût. Aussi, Ça c'est plus le sourcing pour moi, parce que ton process même dans fait maison, tu peux arriver à avoir un process qui soit réglé, même si tu dois former tes équipes ou que c'est le chef barman qui a le seul à avoir la recette ou je sais pas quoi. Tu peux quand même te démerder pour, si t'es un peu rigoureux, si tu fais des paliers, tu vas noter tes paliers, tu vas noter tes temps, tes températures, tes degrés alcooliques, éventuellement si c'est des infusions ou des teintures. Donc tu peux quand même avoir un process qui se rapproche
de quelque chose de processé. Par contre, c'est pour moi dans le sourcing où tu as rarement la capacité dans un lieu qui va acheter, souvent c'est pour faire du petit batch, donc du craft, et donc tu as déjà des sourcings auxquels tu n'auras pas du tout accès parce que les minimums, ils sont pas là. Et si c'est le cas, ça peut être très 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 galère d'acheter et une variété constante, avec des concentrations de composés constants, avec une méthode constante, c'est-à-dire sécher, congeler, sous vide, whatever. Et de t'assurer qu'en fait, analytiquement, tes produits vont être aussi constants, quoi. Donc, en fait, là, clairement, en fait maison, t'as pas les moyens, enfin, tu fais pas des analyses, t'envoies pas tes trucs au labo, et t'es clairement tributaire de ton fournisseur de matière. Parce que oui, effectivement, un process, c'est très facile à mettre sur papier. Faire de la constance, même dans une micro-distillerie, c'est quasiment impossible de garantir une constance permanente parce que t'es tributaire. Il y a que quand tu as une grande échelle où finalement il y a une espèce de nivellement, enfin tout s'égalise. Il y a quand même une expertise du labo. Tu vois, nous chez Boudier, il y a des choses qu'on considère être en petit batch mais constant, et par contre il y a une vraie expertise gustativo-analytico-laborantine de toutes les personnes qui sont au labo de Boudier, et ils sont capables leur travail, c'est de justement être capable de te faire quelque chose de constant sans pour autant être dans des unités de mesure où là en fait t'as plus le choix d'être que constant parce qu'en fait sinon c'est ingérable. Donc il y a quand même des entre-deux qui existent. C'est là où on souhaite exister, donc ça tombe bien. Mais voilà, il y a quand même des possibilités de faire, mais ça demande une expertise transversale qui n'est pas commune. Voilà. D'ailleurs, on peut placer que les participants du Wizard Award ont accès au labo. Tout à fait. En fait, c'est quasi indispensable. Sans qualifier. Enfin non, c'est pas indispensable pour participer. Si tu as un doute, c'est indispensable. On va te dire que le charbon, c'est pas alimentaire, il faut pas en mettre dans ta recette. Et puis de toute manière, même le gagnant, il y a une grosse phase ensuite d'adaptation de la recette, parce que volontairement, on laisse libre au départ. Et puis après, on leur explique quand même qu'il y a des notions, quand on commercialise une liqueur, il y a ce qu'on veut faire, et puis il y a des notions de niveau de taxe pour un gain très peu significatif en termes gustatifs, et que donc il y a des adaptations qui peuvent exister. Il y a une rationalisation. Voilà, il y a une rationalisation en sourcing, en descente du degré, en utilisation de certains ingrédients. S'il a utilisé des ingrédients frais, en général, on va plutôt discuter, mais ça scalera pas. Donc il faut trouver un moyen de respecter le profil aromatique sur des ingrédients secs ou congelés. Ok. Parce que en fait, dans plein de cas, en fait, la matière fraîche, c'est juste impossible à gérer et à scaler, alors, avec des guillemets. Mais c'est bien, c'est exactement une question que tu avais notée. C'était quels sont les challenges techniques pour reproduire plus, mais, à échelle industrielle ce que veut un bartender. Donc il y avait cette question de constance du goût. J'avais noté traçabilité. Bon, ça revient, ça remonte un peu à tout ça. Chose auxquelles on pense pas, et ça rattache peut-être aussi au coût de la main d'œuvre et tout ça. Finalement, quand vous faites du fait maison, vous n'avez aucune garantie du succès. Donc il y a des pertes potentielles qui font que ou tout le travail de R&D en amont qui peut être très chronophage, on n'y pense pas à ça. On pense qu'au produit fini, mais des fois, s'il faut passer 2 semaines à peaufiner une recette, il y a peut-être un meilleur usage de son temps possible. Donc voilà, limiter les pertes. Évidemment, les motivations économiques. Bon, quelqu'un qui produit à échelle aura théoriquement des produits moins chers que ce que vous faites dans votre petite cuisine. Donc il y a une notion de ROI, on parlait de gain de temps. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre. Non, après là-dessus, tu peux avoir quand même l'avantage de pas acheter le verre, l'étiquette, le développement du pack, etc. T'as quand même, si tu fais du fait maison versus t'échappes quand même t'as éliminé quand même un intermédiaire, donc t'as quand même un gain là-dessus. Donc il y a un gain d'échelle à produire industriellement. Par contre, tu peux aussi jusqu'à une certaine quantité, alors ça va,
très vite, ça va plus devenir vrai, mais jusqu'à une certaine quantité, t'as quand même un gain au fait que t'achètes pas de marketing, de verre, d'étiquettes, de choses comme ça, mais en fait, très vite, effectivement, la bascule se fait. Tu t'achètes très cher. Tes matières premières. Oui, par contre, c'est que t'es matière première, tu la vois très 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 vite, ça c'est monstrueux. Surtout quand tu débutes et que tu veux faire ton petit truc. On le voit sur certaines maisons qui faisaient, certains bartenders route qui commençaient à vouloir commercialiser un peu certains produits. Ça avait commencé avec les pré-batch, même à la gueule, des cocktails. Grave. Faut s'adosser. C'est hyper compliqué économiquement, quoi. Y a pas de, je pense qu'il n'y a pas une recette miracle, il y a plein de cas de figure différents. Et que aujourd'hui, c'est vraiment limite, je pense, du cas par cas. On va en reparler après sur cette question justement de quels sont c'est quoi les no-go, tu vois, parce que ça, c'est aussi important de se dire, il y a ce côté, j'ai un doute, je le fais pas. Mais c'est quoi, par exemple, le no-go en dehors du truc un peu classique, tu vois, la rentabilité, etc., machin, parce que typiquement, tu vois, ton format de concours, il est très what the fuck, tu vois, pour beaucoup de maisons, parce que c'est le côté putain, attends, les mecs, ils font. C'est des tarés. Tu vois, moi, j'ai passé 15 ans de ma carrière à entendre oui, il faut que le produit soit bien mis en avant, la bouteille doit être mise en avant, etc. Là, des fois, tu vois, je vais travailler sur des concours où je vois que les gens ont pris tous les produits sponsorisés et les ont tous modifiés. Tous. Ils ont gardé aucun des produits intacts. Et là, je me dis, putain, merde, moi je suis une marque, je me dis, mais du coup, mon whisky est dégueulasse, mon vermouth il pue, ma liqueur elle est naze. Alors, tu vois ce que je veux dire? Après, tu vois, les mecs qui participent, s'ils utilisent, je vais te dire un truc, mais c'est pas dans la grille c'est pas dans la grille d'évaluation. Mais moi, disons que je suis barman, je participe à un concours de liqueur, donc effectivement, il n'y a aucune contrainte sur quels alcools rayons je dois utiliser, quelle bouteille. Mais disons que si j'étais candidat, si je devais mettre un gin, une vodka, un truc, je regarderais peut-être si la maison elle en produit et je me dirais tiens, pour le concours, je vais peut-être plutôt prendre celui-là. Tu veux que je te dise quelque chose? Tu dis ça, mais en fait non, parce que tu es un industriel et que ton métier était sensible à ça, etc. Tu vois. Comment du mortel, c'est pas obligatoire. Ouais, alors c'est pas obligatoire, mais il y a un critère marketing. C'est-à-dire que dans il y a des points quand on leur dit. Désolé, j'ai jumpé, je t'interromps, mais j'ai peut-être totalement cramé le sujet d'après. Mais il y a un. On arrive à la synthèse bientôt. Il y a un critère marketing. Donc si tu es capable de dire, donc j'ai fait cette liqueur parce que je suis passionné de machin et tout, mais je pense qu'il y a un débouché parce qu'en fait, j'ai fait 3 bars et qu'en plus, c'était toujours galère à obtenir. Et puis en plus, il y a tel trends qui arrive. Et puis regardez, j'ai dessiné une étiquette, machin et tout. Enfin, il y a un côté, si tu arrives à te projeter sur le marché, on va quand même. Enfin, ça fait partie des critères. On trouve quand tu t'es un barman, tu fais une liqueur et tu te dis, tiens, je veux la commercialiser. Il y a une vision de production. Il faut avoir une vision un peu de production parce que sinon, tu restes toujours dans ton truc de ton labo, la micrométrique et tout. Donc, il y a quand même une notion, et ça, c'est beaucoup plus anglo-saxon. Ah, typiquement. Enfin, tu vois, les mecs j'allais dans une agaveria là, à Londres. Les gars, ils faisaient une margarita qui filtrait dans du kéfir. Donc, ils appelaient ça la Mirror Margarita. Il y a le Covid, je sais pas quoi, il y a des mecs qui ont dit tu veux pas nous vendre des bouteilles là pour qu'on les consomme chez nous, ils ont fait bam bam bam, maintenant c'est chez Tesco, ils font plus d'argent avec le produit qu'ils ont en rayon qu'avec les établissements quoi. Donc il faut avoir une réflexion produit, sinon il faut avoir une réflexion consommateur même. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est une vision marketing où c'est là où tu vois que le métier n'est effectivement pas le même. C'est-à-dire que quand, en tant que bartender, tu te poses la question tu cherches à complémentariser. On a vu tous les points de motivation pour qu'on faisait les produits maison. Mais là, après, dans la compétition, est-ce que tu vas pouvoir nous en parler? Je pense qu'on va te laisser aussi peut-être la parole pour expliquer le concept, parce que moi, j'ai plein de questions là-dessus. Mais c'est de se dire, est-ce que tu y vas en disant cool, je vais peut-être fabriquer ma propre liqueur, je vais en avoir, tu vois, allez, 1000 bouteilles. Même si 1000 bouteilles, ça leur paraît énorme, on sait que c'est pas énorme. Ou moi, je vise 60 000 bouteilles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quel est le pourcentage, à ton avis? Est-ce que vous le voyez sur les dossiers d'inscription? Enfin, tu vas peut-être nous le dire, mais moi, ça m'intéresse de savoir, dans le pourcentage des gens qui s'inscrivent, tu vois, typiquement à la Wizard, t'en as combien qui se disent, tiens, ça va être un truc, en plus, je vais faire mon produit parce que ça me fait juste kiffer. J'ai 500 bouteilles que je vais donner à mes potes et je vais mettre dans mon bar. Ou putain, je suis le futur Jack. Ouais, je m'appelle Jean-Michel Dagnan. Non mais c'est vrai, moi moi ça n'a aucun sens. Tu vois une bouteille qui s'appelle Jumentier, de la liqueur de poney, tu vois.
C'est complètement con. C'est foutu. Une liqueur de Brett. Mais inscris-toi et propose-la. Ouais, non. Non, alors, c'est marrant. Moi, j'ai une vraie éthique. Tu sais que c'est une vraie question qu'on m'a posée plein de fois. On m'a dit, tu sais qu'il y a plein de concours qui sont ouverts à des gens qui sont plus dans l'industrie, enfin, qui sont plus barman, mais qui sont dans l'industrie. Ça existe à des concours où je pourrais, moi, y aller et en fait, et me présenter. Mais c'est pas une question de se vautrer, je m'en fous. Moi, j'ai pas vraiment d'amour-propre là-dessus. Je peux faire une compète et me vautrer, je m'en branle un peu. Mais je trouve que c'est très compliqué de repasser de l'autre côté, tu vois. En plus, tu sais comment ça se passe derrière, etc. Je trouve pas ça légitime. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de barman qui pourraient faire des concours aujourd'hui. Il y a plein de choses. Et tu vois, c'est pas ma place. Mais le type de concours là, moi, m'aurait bien fait kiffer, tu vois, à l'époque où je faisais des concours, parce que c'est très libre. Et moi, j'ai connu une époque où les concours, c'était alors, voilà, vous avez la liste de sponsors. Vous devez utiliser 4 centilitres de telle société, minimum 2 centilitres de telle société. Les produits maison sont formellement interdits. Pas plus de 5 ingrédients. On ne mélange pas 2 eaux de vie de base. Attention, on ne mélange pas de l'agave avec du grain, ou on ne mélange pas du grain avec de la canne à sucre, blablabla, sans citer. Et si tu veux, c'était tellement borné que là, on arrive, on dit, les gars, vous savez quoi? Moi, je vous invite, moi, Florian, je vous fais un concours. Je vous invite à venir. J'en ai rien. J'extrapole. J'en ai rien à battre. Vous n'utilisez pas mes produits. Soyez des foufous dans vos têtes. Et en plus de ça, créez des trucs qu'on n'a pas. Qui n'existent pas. Et là, je me dis, waouh, là, ça, c'est un vrai sujet. C'est tout le principe, mais parce qu'on vise, en fait, en faisant ça, on cherche plutôt à créer une connexion émotionnelle avec le barman. Ah bah là, c'est gagné. Qu'avec le gars qui va vendre. Alors, même si le gars qui va vendre, au bout d'un moment, il est dans le même univers, tout se fait sur les réseaux sociaux, etc. Donc, tu disais, est-ce que ça a démocratisé ça? Bah, ça a tout démocratisé, ça a abattu les frontières. Il y a des choses, tu les vois chez d'autres, tu te dis, ah bah tiens, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais donc, on le fait parce que les gens qu'on a envie de convaincre avec ce concours, c'est des barman, et qu'on sait que c'est chiant quand ils arrivent, et puis on leur dit, bah, faut remplir telle grille avant même que tu puisses mettre en route ta créativité. Là, ta créativité, faut limite que tu la débrides, et puis c'est après, une fois que tu auras gagné, qu'on va essayer de refaire rentrer dans les clous le produit pour justement qu'il ait du sens. Et qui a eu l'idée? Alors, c'est notre en interne. mais tu vois, très intéressant, parce que tu vous en parliez. Parce qu'il y a l'idée, et je t'interromps, je te disais, mais en fait, il y a l'idée, mais il y a à faire accepter l'idée au niveau de la direction. Parce que c'est là, c'était tiens, très bonne réflexion. L'idée, elle vient du marché principal de Gabriel Boudier, UK. Et du coup, c'est là où j'ai connu Gabriel Boudier. Voilà. J'ai honte que je suis français, mais c'est là où j'ai connu Gabriel Boudier is something à UK. Et tu vois, enfin, moi je disais souvent, quand je suis rentré donc ça fait 3 ans qu'on a repris la maison. Donc moi, quand je suis rentré dans la maison, je voyais donc les clients qui étaient des meufs tatouées, des mecs barbus, ça faisait des gigashots et tout, ok. Et puis là, je parlais à mes potes, puis eux, ils voyaient une vieille qui tremblait comme ça, qui se versait son cassis en tachant son apron et tout. Je disais, putain, il y a un décalage énorme, tu vois, entre ce que les gens voient et pensent, et en fait, les clients qui voient la valeur perçue de Boudier très haut, et qui acceptent de mettre la différence de prix qu'il faut pour avoir les produits dans leur back bar et tout. Donc UK. Et donc c'est un projet, la Wizard, qui a été imaginé par Emporia Brands. Donc Jack Rackham, dirigé par Jack Rackham au UK, qui est notre importateur historique, et qui donc le fait même sur 2 ans. Et toujours le même principe, le but est d'aller connecter émotionnellement avec les bartenders. Donc eux, ce qu'ils font, c'est que la première année, tu as des demi-finales régionales, où ils se déplacent. Donc ils font pas que Londres en plus, parce que tu as un effet. Donc ils se déplacent vraiment, tu as une finale nord, est, sud et Londres. Enfin, Londres et aux alentours. Et du coup, la finale est en France. Ils viennent chez Boudier et on fait la finale en année 2 en France. Et du coup, quand on a lancé la Wizard France, on utilise cette année de demi-finale pour faire une Wizard qui soit une Wizard French, domestique. Voilà. Cool. Et 2016, Emporia, l'origine. Et tu sais, enfin, t'étais peut-être pas dedans, mais moi, c'est là où je me dis, putain, faut avoir une. Et là, je salue la personne en 2016 qui a dit, ouais, on va le faire, c'est trop cool, à la direction, parce que c'est rare. Et pour moi, il y a 2 niveaux de connexion sur les concours, et c'est un sujet que j'ai bien pensé, et je continue toujours un peu à penser. Il y a le côté, et je pense que c'est tout l'art aussi de cette partie advocacy, c'est toucher à la fois l'esprit, le cœur en fait, des barman par ce type d'activation-là, en leur laissant en fait une pleine liberté, malgré tout cadré.
parce qu'il y a un vrai relais digital et de la communication, etc. dessus, et puis il y a des choses à ne pas faire. Mais il y a touché le cœur des barman pour que tu gagnes un petit peu cette crédibilité-là. Ouais. Dans un contexte, et ça, je pense qu'il ne faut pas l'omettre, on est en plein mois de juillet 2025, social et économique, etc., qui est très compliqué, où on est à la course à la rentabilité, au ROI, au ROS, etc. Et donc, par conséquent, toute dépense, du coup, doit être mesurée. Ouais, j'entends. Et là, ma question, c'est comment tu mesures Ouais. aussi cet impact-là Alors, réel dans cette activation-là? Bah, franchement, après, ça va être sur la partie anglaise, c'est assez facile parce qu'entre guillemets, comme il y a des demi-finales locales et qu'en fait, c'est très très câblé avec l'équipe de vente, et en fait l'équipe de vente sur ce marché-là, t'es très très proche, t'as une connexion avec les bartenders. Enfin moi c'est ce qui m'impressionne dans ce business, c'est très bottoms up, tu vois. Le barman il demande ce qu'il veut, le patron il dit ok bah je te l'achète, je vais te le trouver. Moi je viens du monde du vin où en gros c'est le directeur qui dit au F&B, qui dit au mec en salle bah t'as ça à vendre. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Pour répondre à ta question, c'est Claire Bateau. C'est la famille, on a repris la maison Boudier à la famille Bateau, donc c'est la famille Pifot qui a repris la maison Boudier à la famille Bateau, qui l'a gérée depuis 5 générations. Et c'est toujours Claire Bateau aujourd'hui qui dirige la BU Spirit, enfin la maison Gabriel Boudier est dirigée par Claire Bateau. Elle fait partie du jury et de la Wizard anglaise et de la Wizard France. Et c'est elle, si tu veux, qui avait dit oui à l'importateur anglais en disant bah c'est une bonne manière de connecter avec, elle connaît très bien le marché anglais, elle y va très souvent, c'est une bonne manière de connecter avec les établissements en direct et d'avoir une forme de, c'est pas de dette de reconnaissance, mais une forme de connexion qui dépasse un petit peu là, juste la connexion, tiens on vient de vendre des trucs et par ailleurs on est très haut de gamme. C'est ouais, on vient de vendre des trucs, on est très haut de gamme et d'ailleurs, on est toujours à la recherche de la prochaine création qui te fera un peu toi rêver, t'exciter, te dire ok, il y a de la créa. Donc on te dit bah propose-la nous et si tu gagnes, on te met ton nom sur l'étiquette, le produit portera toujours ton nom sur la contre-étiquette avec tes cocktails signature, etc. Il n'y a pas de deal de valeur sauf le gain du concours, mais par contre ça crée vraiment effectivement ça fonctionne bien. Au UK c'est plus de 200 dossiers par an, enfin tous les 2 ans c'est plus de 200 dossiers de candidature et, par édition quoi. Par édition exactement. Alors évidemment t'as des gens qui reviennent hein. T'as des gens, tous les ans, ils essayent et mais c'est la fidélisation. Un jour, ils l'auront, tu vois. Mais par contre, ça te crée un point de contact récurrent avec le bar sur un moment où ils ont du temps à te consacrer, où toi, tu leur consacres du temps, où tu es dans le conseil. Donc, ouais, clairement. Et en France, vous avez combien d'inscrits à peu près par an? Alors, en France, on a eu 60 dossiers et on a eu 35. C'était la première édition. On a eu un peu plus de 60 dossiers et on a eu 35. Donc, en fait, tu t'inscris. On t'envoie de l'alcool à 68 et des flacons, un kit en gros qui t'explique et tout. Et toi, tu fais tes liqueurs, tu rappelles Brian, c'est Brian qui va t'appeler, qui va prendre ton adresse, on t'envoie les trucs. Dans la cuisine. Voilà, Brian, il est dans la cuisine, ou il est dans le labo, lui, plutôt. Il est dans le labo. Et donc, tu le rappelles quand tu dis, bah, j'ai fini, c'est bon, il te fait un bordereau, t'amènes ça à un point relais, ça revient chez nous, c'est goûté en panel de dégustation. Et du coup, vous leur fournissez quoi exactement? On leur fournit en gros un set de règles, des explications, 3 bouteilles de 25 centilitres et une bouteille d'1 litre d'alcool neutre à 68. Pour qu'eux, ils fassent leur travail de leur côté. Ils doivent faire leur travail de leur côté. Ils peuvent première. tester avec des alcools qu'ils ont achetés eux et tout, mais par contre, les échantillons qu'on te demande de renvoyer, il faut qu'ils aient été faits avec l'alcool qu'on va t'envoyer. Donc tu peux crash tester ta recette et tout. Par contre, il faut que tu te dises au moment où je veux faire le renvoi du truc, il faut que tu utilises le kit. Voilà. Après, on peut t'en renvoyer si vraiment t'as tout. Hein. On n'est pas non plus des oufs. Mais une fois que tu as fait ça... Je pense que c'est à noter, c'est qu'il y a un coût pour Gabriel Boudier en amont, alors qu'en plus, tu ne sais pas si la personne va te renvoyer son sample finalement. Ouais. Bah, tu vois, là, on a une déperdition de 50%. Voilà. Et là où il y a des compètes où finalement ils te demandent de mettre leur whisky, leur machin, ils sont pas capables de te filer une bouteille. Ouais. T'es obligé le bartender est obligé de l'acheter non. pour participer, ce qui est pas très cool. Disons-le. Non, là on fait les choses, on va dire correctement, et donc c'est la raison pour laquelle on a eu autant de dossiers avec quelque chose d'aussi engageant, hein, parce qu'on sait bien que notre concours il est engageant.
sur le plan du temps, sur le plan de tout. Et du coup, on va t'envoyer le kit. Après, on va quand même te rappeler 2-3 fois pour te dire, oublie pas, mec, on t'a envoyé un kit, ce serait quand même intéressant que tu nous renvoies des liqueurs. C'est toujours Brian qui appelle. C'est toujours Brian qui appelle. Ah, il décide Brian from the labo. Voilà, exactement. Et du coup, on a eu 35 échantillons sur lesquels on a fait une présélection. Théoriquement, pour l'édition à laquelle j'ai assisté, pour l'édition à laquelle tu as assisté, ouais. Tout à fait, okay. tout à fait, ouais. Que Béranger a remporté avec le Lapsang Souchong. Mais effectivement, on a une déperdition, mais on considérait que 35 dossiers, c'était quand même pas mal pour une première édition. Avec des choses incroyables. Hein. Ouais, dans le contexte et dans le. Alors, l'évolution des concours, il y a eu, allez, on va dire 120, 130 inscrits sur les gros concours il y a des années de ça. Après, il y a eu une période où il y avait. Donc Brian est à l'image si jamais voilà. vous voulez le situer. Exactement. On peut voir d'ailleurs en bas à gauche, le gagnant, il gagne donc 1500 balles et la bise de Brian. Voilà. Ah. Excuse-moi, Chris. Non, je t'en prie. Depuis le temps qu'on parle de Brian, c'est quand même cool de voir Brian. Je t'ai fait perdre ton fil. Non, je l'aime mon fil. Je me suis noté des trucs. Non, mais c'est super intéressant. J'ai 2 questions, tu as le droit à 2 jokers. On va faire un jeu maintenant. On a le droit à des jokers. Vas-y, t'es je prends pas de joker. Peut-être que là, tu peux en prendre un. Garde son chien. Non, j'ai une vraie question. Les budgets, il faut savoir une chose, c'est que ce que l'industrie ne voit pas, ce que les barman ne voient pas, on va quand même le dire, c'est que c'est un coût qui est colossal. C'est-à-dire que pour un budget d'activation pour une scène de barman, c'est on sait qu'on appelle rentabilité immédiate, contrairement par exemple à une campagne publicitaire JT Déco sur un abribus ou une campagne de promotion auprès d'un distributeur grossiste. Ça, c'est indéniable. Quand tu es très bien distribué. Quand tu es très bien distribué. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui représente des fois des budgets. Moi, j'ai connu c'est très, très divers. Est-ce que tu pourrais nous donner un pourcentage dans l'intégralité? Alors, je parle bien de Gabriel Boudien, je ne parle pas de l'intégralité de la société. Quel est ça représente un pourcentage, pas une valeur budgétaire, mais un pourcentage de ce budget qu'on va appeler de l'advocacy, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi du travail, il y a du déplacement, il y a tout ce que tu peux faire toi dans tes déplacements, ce que Brian va faire aussi au quotidien, etc. C'est aussi un budget. Ça représente combien dans l'intégralité des budgets, justement, marketing, on va dire, sur Gabriel Boudier, ce projet-là, parce que c'est là aussi où Gabriel Boudier, on n'est pas sur une, ça reste une petite maison connue. Tu sais, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est confidentiel et en même temps, tu vois, alors historique. Je veux pas te bullshiter sur la question, mais ça reste de faire cette activation. Sachant que c'est plus petit, hein. Vous attendez pas à 50% du budget pour ceux qui nous écoutent, etc. Parce qu'en fait, ce serait pas. Il y a aucune maison qui en général injecte, je vais dire une bêtise, mais plus de 25% de son budget total ou plus de 20% de son budget total dans de l'advocacy ou dans du bar. Hein, je veux dire, complètement. Je parle même de très grosses maisons. Après, si tu regardes ce que tu dois sur une marque, sur une monomarque, disons que tu vas voir. Je vais parler en budget d'ANP courant parce que du coup, en fait, sur la maison Boudier, c'est difficile parce que comme on a une gamme de liquoristes, moi je différencie deux univers. Ok. Je différencie le liquoriste qui a toute sa gamme de liqueurs. C'est une marque, mais derrière, il y a plein de produits, il y a des formats. Il y a éventuellement, tu peux vendre parfois dans des formats qui sont tu peux vendre des bibs, alors que tu peux vendre des bouteilles. Donc, tu vas avoir une multiplicité de choses, mais sous la même marque. Et du coup, là, c'est assez compliqué de sortir un budget d'activation qui va être uniquement dédié à l'activation de tous ces produits, puisque c'est moins facile à Non, c'est vraiment être très global. Mais si on est très global sur un produit, sur un marché donné, si tu veux l'implémenter et que tu donnes moins de... Si tu donnes moins de 10% de budget tu démarres un produit. Ce qui est énorme, hein, d'ici. Ouais, tu donnes moins de 10% de budget. Et encore, pour l'implémenter, au départ, faudra mettre des extra balls. Tu vois. Mais si tu donnes moins de 10% sur l'univers spiritueux CHR, ils vont te dire c'est un poil court. Enfin, les extra balls, elles vont être nombreuses et du coup, tu vas... Donc, en fait, il vaut mieux que des fois, tu travailles ta valeur et que tu sois sur un produit avec des éléments de différenciation plus forts qui te permettent de valoriser un peu mieux pour donner un petit peu plus. Voilà. Mais en gros, c'est un bon ratio et chez les liquoristes, tu seras jamais à ça parce que on fait
quand même relativement, historiquement, peu d'activation par rapport à des grosses majors qui, ça va être dans leur ADN, etc. Par contre, nous, c'est tout des choses qu'on met en place. C'est-à-dire, nous, tu fais beaucoup toi-même. Depuis 3 ans, on fait de l'activation premiumisée. On a un super distributeur qui se bouge pour Gabriel Boudy en France, qui est Fine Beverage Collection. C'est une branche du groupe Murger. Et du coup, là, faut former les staffs, faut former les gens dans le bar, faut faire des ateliers dans des villes, en province. Il faut aller, porter la bonne parole. Et ça a des coûts, c'est évident. Mais il y en a une grande partie que tu peux quand même compter dans tes coûts de distribution. Et donc, en fait, des fois, c'est ce que j'explique aux équipes, c'est, en fait, tu vas faire un staff training, la bagnole, l'hôtel, les produits, le temps passé, c'est déjà là. Bien sûr. Alors, de dépenser un billet de 1000 en plus pour faire un coup de vidéo et puis de ressortir en réseaux sociaux, en fait, c'est super important parce que dans un cas, t'as tes points de contact, c'est 20 personnes. Pour la somme, et après pour un coût marginal qui est pas élevé finalement par rapport à ton budget, tu peux avoir une exposition qui est beaucoup plus grande. Donc 10%, c'est un espèce de bon ratio au-dessus duquel t'es significatif et sérieux et on t'écoute, et en dessous duquel ça peut faire un poil la grimace et les gens vont te dire on va essayer, mais faut pas s'attendre à des résultats magnifiques. Voilà. C'est bien, ça fait une intro du coup à ma question. Du coup, il faut combien pour quota? Tu sais, c'est une autre question. Ouais, vas-y. Non, mais c'est intéressant. C'est moi, quota, la liqueur de panda, pas le nombre de questions sur quota. J'ai une idée. Je pas vraiment de questions sur quota en lui-même. C'est plus parce que c'est une question que je me pose toujours en travaillant avec plein de maisons, et ça, je trouve ça très cool. C'est moi aussi, j'ai envie de créer une liqueur. C'est vrai, mais on peut parler, Christian. Eh ben, très bien. Mais plaçons-le. Gabriel Boudier produit beaucoup pour d'autres. Ouais. Typiquement. Alors là, c'est des associations. En fait. On produit pour d'autres. Oui. Vous avez des billes dedans. On fait et de la formulation et de la logistique pour des gros players. Alors, je peux pas les citer, mais en fait, il y en a quasiment pas avec qui on travaille pas. Mais on va faire et de la logistique et de la vente de distillats d'alcoolat parce que tu veux faire un produit ultra spécifique. Tu te dis, putain, Boudier, ils ont ce truc de ouf et moi, je vais me galérer à sourcer, à machin, à truc. Du coup, tu viens chez nous l'acheter. Ouais. Parce que moi j'ai un projet, je veux créer une liqueur qui s'appelle Taco, c'est une liqueur mexicaine à partir de sauce salsa, j'y crois à fond. Et du coup je voudrais savoir si... Alors, intéressant, je vais donner les modalités de coopération. Non, j'ai une question. Il y a une liqueur de chipotle dans le... oui, voilà, c'est ça aussi. Et c'est combien le minimum? Tu vas me dire que ça va dépendre du truc. Alors, ils vont me détester au labo, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. Bon, là, il vient se faire pourrir en rentrant. Il y a un minimum. Il n'y a pas de minimum. En bas. Regarde, il n'y a pas de minimum vers le bas du moment que toi, tu as assumé que tu allais payer ton risque. Bien sûr. C'est-à-dire, si tu viens nous voir en disant je veux faire 3 bouteilles de ça, on va te dire c'est toi qui vas payer tous les coûts fixes liés à la formulation. Oui, nous, on va te facturer. Tout se paye. Voilà, tout se paye. Si tu viens et que tu le nettoyage de la ligne pour 3 bouteilles. Non, mais après, parce qu'on a une ligne qui te permet quand même de pré-tester avec des choses qui sont quasiment intégralement manuelles. Il y a des tout petits formats. Je vous ai amené en cadeau là un petit calendrier de la presse et 24 petites mignonnettes et tout. Trop cool. C'est tout fait à la main et tout, tu vois. Donc on sait faire des choses en petite quantité, mais le but, c'est quand même de faire encore une fois un produit qui marche. Donc nous, on a toujours le vrai minimum en gros pour que ce soit cohérent, pour qu'on te prenne une bouteille, qu'on te mette une étiquette dessus. C'est quand même une palette par référence. Si tu veux faire moins d'une palette par référence, c'est 1000 bouteilles. C'est 1000 bouteilles, voilà. En dessous de ça, alors. Encore une fois, est-ce que c'est une recette qui tourne chez nous et que tu veux juste la mettre dans une bouteille qui te ressemble et mettre un tout petit twist et là, ça va? Ou est-ce que tu veux qu'on fasse un jus avec des matières impossibles à sourcer, qu'il faut sourcer en énorme quantité pour avoir des minimums? C'est intéressant parce que tu vois, il y a plein de gens moi, qui me posent les questions en me disant ah ouais, mais ce truc-là, moi, je fais maison. Il y en a qui me posent la question, je fais sa maison. J'aimerais bien avoir ma marque à moi, tu vois. Nous, on a une offre qui s'appelle Custom Spirit. Et donc, dedans, c'est soit tu es sur des recettes de base qu'on travaille déjà et il y a une certaine tarification, soit tu veux de la formulation et il y a une autre tarification. Et puis, dans le cas de la formulation, soit tu sais déjà parfaitement ce que c'est que ta liqueur. Limite, elle était tu viens avec ton cahier des charges. Puis ce quelqu'un vient de te dire, désolé, maintenant, on va se concentrer sur nos propres produits. Donc, si vous pouviez aller voir, c'est les Grecs. Si on s'y trouve, ce serait cool. Donc, tu te retrouves sans production à une marque à faire tourner. Donc, ça nous arrive aussi de récupérer des gens qui ont une formulation faite ailleurs, mais qui, du coup, se retrouvent sans production parce que les mecs ont voulu scaler leur prod, mais pas les trucs faits à façon. Donc, c'est ce qui saute en premier. Tu penses jamais à faire un contrat
Donc voilà. Tu as la formulation pure, dure, où là, on va te facturer de la prestation intellectuelle et potentiellement, tu vas même pas forcément le produire chez nous. Tu peux éventuellement le produire ensuite chez toi. Oui, tu produis les maquettes et les fiches techniques et tout ça. Non, la recette. Enfin, la recette, à c'est qui de la tu dois formulation. sourcer le truc, etc. On va te donner des fournisseurs, un cahier des charges et après, tu peux le... de la maquette au produit. De la maquette au produit fini. Donc ça, c'est vraiment nos deux typologies. Donc, tu as Boudier Développement et Boudier Solutions. Donc ça, c'est deux. Et donc, le dernier truc qu'on a mis en place, c'était avec Nico, c'est il y a une opportunité qui fait que c'est intelligent de s'associer. Et là, dans le cas de Cota, c'est la maison Boudier qui s'associe avec un bartender, qui s'associe éventuellement avec un tierce partie si ça a du sens. En l'occurrence, là, c'est Florent Bechet qui était la connexion avec Nico, etc. Donc, Cota, c'est une joint venture entre ces trois entités. Et après, Roule, c'est une société séparée, avec une démarche séparée, un budget séparé. Et ça, c'est un truc qu'on fait... c'est un peu la première mouture. Alors, on avait fait des choses qui étaient plutôt de l'incubation. Donc, Acheteoria. Acheteoria, ça a été créé chez nous avec... j'ai bouffé Marlène. Avec Marlène, qui a formulé, mais parce elle avait des connexions avec la maison Boudier, etc. Donc, il y avait déjà eu ce précédent-là, on va dire. Mais sur Cota, c'est encore un petit peu différent, où là, il y a vraiment une démarche où c'est c'était une co-création du début à la fin pour tout ce qui a été pack, recettes, enfin finalisation des recettes avec celle et donc Nico avait ses façons de voir le produit, sa façon de le vendre, et puis nous on est le producteur du produit, et puis en même temps c'est nous qui faisons l'admin, etc. Donc c'est encore une autre manière de faire du business. C'est cool. Ouais, on est content, ça fonctionne. De toute façon, Nico qui sortait un produit, ça pouvait pas être avec autre chose que du pain de dinde. Alors voilà, en fait, c'est qui aurait parié sur autre chose. Il faut une opportunité et que ça ait du sens, que la personne soit cohérente avec avec nous, et puis avec le goût avec la liqueur en question. Mais c'est vrai. Non, mais ça aurait été bizarre que tu l'aurais vu créer une liqueur de menthe. Liqueur de papaye. Tu vois, une liqueur de papaye. Mais ce qui t'est arrivé, tu t'es trompé. C'est P-A, mais pas papaye. C'est pas possible. Mais d'ailleurs, si je raccroche les wagons avec pourquoi ne pas faire de liqueur ou de produits maison, je pense qu'il y a beaucoup de bars qui ont adopté le pandan avec l'influence de Nico de Soto. Aujourd'hui, il n'y a plus d'incentive à le faire maison et à se faire chier à sourcer du pandan. C'est clair. Si on sait qu'il y a une liqueur commerciale qui existe. Voilà, et d'ailleurs, je pense pour la blague, mais si vous avez dans l'idée de faire un cocktail, je ne sais pas, goût hot dog, et que vous dites, tiens, je vais faire un truc, une liqueur de moutarde. Et tout c'est fait, on l'a fait déjà. Il y a une vainqueur de la Wizard. Et ben voilà, j'ai longtemps cru que c'était Ah oui, tu croyais que c'était un poisson d'avril. Un poisson d'avril, mais elle existe vraiment. Alors, je ne sais pas si on arrive à la voir, la caméra. Près de là, dans la main. Marie Vieira, Wizard 2021. Voilà, et ça raccroche aussi les wagons avec le Wizard Award. Ouvre-la. Il veut pas l'ouvrir, c'est qu'il y en a qu'une. J'en ai ramené. Tu sais quoi, t'as bien fait parce que moi je te l'aurais déjà éclaté la capsule direct. Donc voilà. Pardon. Donc sachez qu'elle existe. Et ce qui permet de raccrocher les wagons avec justement le concours, dans le sens où il y a quelques success stories, me semble, là-dessus. On en avait parlé il y a quelques mois sur la liqueur de Nori, par exemple. Meilleure vente je crois maintenant. Alors, je crois qu'il doit toujours peut-être y avoir le sureau devant. Mais sinon, c'est meilleure vente États-Unis, Nori. Et qui est donc une créa qui vient d'un participant à la Wizard Award. Ouais, tout à fait. Donc la liqueur de moutarde que je viens de montrer pour ceux qui nous suivent en vidéo, c'est aussi une gagnante Wizard. Donc on voit qu'il y a des choses. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi une liqueur de curcumage. Curcuma, c'est aussi un gagnant. Xander Driver. Ouais, c'est gagnant l'année juste précédente là. 2023 et 2024 du coup c'est 2024 t'en as deux. Du coup t'en as un 2024 qui est Béranger avec la Sweetie Smoky, donc l'Apsang Souchong, un petit peu une base de thé et d'hibiscus, mais qu'on a un peu retravaillé là et qu'on est en train de sortir. Et il y a eu aussi, tu n'étais pas là, mais il y a eu la finale anglaise et c'est Ashley qui a gagné avec un Sweet Woodruff, donc c'est de l'aspérule odorante, c'est une petite fleur blanche.
qui pousse sous les bois. Et donc, tu as un combiné un peu entre le champignon très frais, tu sais, quand tu sens sous le champignon le côté très frais comme ça, et la fleur d'acacia. Donc, tu as un vrai... Donc, bon, voilà, encore des trucs qui arrivent dans le courant de l'année, là. En fait, je trouve ça assez smart parce qu'à la finalité, c'est une extension de la cellule R&D. Donc, le budget, il a un double emploi. Tu fais une putain d'économie en fait en structure cost avec ça. Bah, disons que tu phosphores beaucoup plus en idée. Tu fais pas d'économie parce que ça t'oblige du coup à intégrer les produits derrière, ce qui fait beaucoup de travail. Parce que ça, tu l'as dans la gamme. À chaque année, on rajoute dans la gamme. C'est ce que tu gagnes. Tu le rajoutes une par an à chaque fois. Là, on était à une tous les 2 ans. Non, on était à une tous les 2 ans parce que demi-finale, finale, et maintenant c'est une par an puisqu'il y a la France et UK. Ouais. Et le concours, il n'est présent que en France et que au UK pour le moment. Alors non, que UK, oui. En France, on regarde là, donc j'annonce l'ouverture officielle des inscriptions pour la Wizard 2026.boudier.com pour s'inscrire. Vous avez le site qui s'affiche actuellement à l'écran. Donc voilà, il faut juste, il y a un formulaire à remplir et derrière Brian vous appellera pour vous envoyer le kit. Mais du coup là, les inscriptions sont ouvertes et du coup on veut on va ouvrir des spots pour des pays, mais on veut le faire en mode, on va appeler nos importateurs et on va leur dire, bah voilà, on voudrait internationaliser le concours, mais c'est quoi les bonnes modalités pour le faire? Parce qu'en fait, nous, si tu veux, si on commence à l'ouvrir mondialement, il faut qu'on envoie, tu vois, de l'alcool neutre au Mexique, à Singapour et tout ça. Déjà que c'est compliqué en France, et puis qu'on a des gens qui vont nous dire, bah je suis en France, je suis à la Réunion. Tu peux m'envoyer le kit et tout. Donc, tu vois, il y a quand même des points logistiques qui sont pas faciles. Donc, on va l'internationaliser un peu, mais il va, je pense, rester 2 éditions avec l'édition originale, qui est quand même l'édition UK, qui est très drivée par Emporia, et notre édition à nous, qu'on va un peu internationaliser. Donc, les inscriptions sont ouvertes et c'est sur wizard2026.boudier.com. Ok, bon, n'hésitez pas à checker. Je reviens au sujet. Rapidement. Mais on arrive au bout, je vous rassure. J'avais noté un dernier point important de pourquoi ne pas faire des produits maison, auxquels on pense pas forcément, mais j'ai noté ça comme marketing collatéral. À savoir que souvent, le fait de travailler avec des marques te permet de bénéficier d'autres avantages. Typiquement, tu veux faire venir un guest dans ton bar. Ouais. Et bah, souvent, il y a une marque qui sponsorise. Donc forcément, si tu travailles ces produits, ça fonctionnera plus facilement que si tu les travailles pas. Peut-être que bon, il y a des marques qui vont payer vos tireuses, j'en sais rien. Bref, ça peut aussi être une des motivations de ne pas faire du maison. Ce que je vous propose, c'est que peut-être on passe un peu à un côté bilan. La synthèse. Exactement. Du coup, on s'en va. Salut Florian. Merci beaucoup. Non, mais tout simplement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, c'est pertinent de faire du maison si c'est différenciant, si d'un point de vue coût, c'est efficace. Typiquement, je pense on peut citer des produits un peu non négociables. Je pense fait maison dans tout bar. Moi, je pense au simple syrup. On peut penser faire son jus de citron frais. Je sais pas. Je ne sais même pas s'il y a vraiment des solutions commerciales là-dessus, d'ailleurs. Non. On réfléchit. Je ne sais pas si vous avez d'autres points. Non, c'est une question qu'on me pose beaucoup en démonstration, de me dire où c'est que je peux acheter du Super Juice. Super Juice. Parce que ça, c'est le seul produit sur lequel on me dit. Mais il y a le Super Sawa. Regardez comment faire et c'est compliqué. C'est très compliqué. Et moi, je regarde pour une autre typologie d'acide où c'est pas forcément simple. Et effectivement, il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui sur les bitters. Mais en fait, sur les acides, t'as pas ces produits intermédiaires. C'est soit t'achètes la poudrasse et t'es sûr de toi et tu pèses et t'es sûr de ta traça et tout machin. Mais t'as pas d'intermédiaire et donc c'est soit tu fais du vrai fait maison avec des risques perçus qui peuvent être là parce que tu manipules des produits qui sont quand même puissants, mais pour moi il y a pas de si j'ai peut-être Super Sour qui fait ça aussi. Super Sour, je crois. Mais alors le coût, mais par contre ça remplace pas le citron, c'est-à-dire que ça remplace. Non, il y a rien qui remplace le citron vert freshly squeezed. Oui, vous ferez pas un daiquiri avec ça. Non, je vous déconseille. Vous ferez un daiquiri stiré ou quoi, mais c'est pas la même expérience. Pas la même.
Donc voilà, donc c'est pertinent dans ces cas-là. C'est pas pertinent, évidemment, si ça vous coûte trop cher, si ça vous monopolise trop de temps, si les rotations aussi sont trop faibles. Quitte à faire du fait maison, faut que vous ayez un cocktail qui tourne avec. Sinon, c'est chiant. On l'a beaucoup évoqué, évidemment, si c'est risqué. Si vous avez le moindre doute, ne le faites pas. Juste confiez ça à des professionnels. C'est clair. N'allez pas empoisonner les gens. Et oui, donc tiens, sur le côté du coût, là, j'avais noté quelques trucs. Typiquement, sur Kevin Costner, là, sur les vidéos de Super Juice, il estimait, il me semble, que ça coûtait 21 € de presser la quantité de jus de citron équivalente à son Super Juice qui lui coûterait 4,5 €. Donc on voit qu'il y a des ratios de 1 pour 5 à peu près. C'est marrant parce que tu vois, tu as plusieurs écoles alors. Ouais. Parce que pour moi, tu as une école du Super Juice où justement tu vas utiliser 4 pauvres peelings de pamplemousse et plein d'acide citrique. Ouais. Pour que justement, et un peu de Malik et un peu de même du. Enfin, tu vois, Jean-Félix Desfossés, il y met un peu de MSG. Parce qu'il dit en fait, le but c'est de se rapprocher du profil aromatique du truc, mais le but c'est pas de stabiliser un jus. D'accord. Tu vois, et du coup, je pense qu'il y a 2 écoles, mais c'est moins cher, on est d'accord. Le sien de Super Juice, il coûte rien. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un rapport coût où ça coûte 4 à 5 fois moins cher que de le faire en Comme frais. Mon exemple du Simple Syrup, c'est pareil, c'est un ratio de 1 à 4 minimum entre le faire maison et le faire... Mais d'ailleurs, là, vous parlez de 3 recettes différentes parce qu'on parle de... Il y a le Super Juice de Kevin Costner, il y a le Pseudo Juice, Pseudo Juice de Steve the Bartender. Et après, tu as l'autre version. Donc, du coup, j'ai amélioré le truc que le mec avait déjà fait. Mais en fait, dire dans la vidéo, et la petite bannière d'introduction de Steve, c'est Super Juice is dead. C'est vrai. Et lui, c'est quoi, tu disais? Lui, c'est Pseudo Juice. Pseudo Juice. C'est des marketeurs aussi. Mec, on va trop s'entendre avec eux. Mais en vrai, c'est ça, c'est trouver en fait ces solutions qui soient à la fois les équivalents, moins chiants, plus économique et totalement stable. Parce que c'est ça, en fait, la stabilité du produit. Un jus de citron, clairement, laver pour le lendemain, il est oxydé. Déjà, ils sont plus la même chose. C'est mort. Alors qu'un pseudo juice, moi, la recette de Steve, c'est un truc que moi, je remodifie un petit peu parce que j'aime bien mélanger le jaune et le vert, typiquement. Et ça m'évite d'utiliser 2 trucs en démo. Comme ça, j'utilise un seul jus. Un jus qui est mélange. Ultra parfumé. Alors, j'ai mis un peu de temps à trouver ma balance que je trouve la plus pertinente et la plus proche. Donc, à chaque fois, j'ai beaucoup comparé avec des jus de fruits frais. Mais t'as un truc qui se conserve... Avant que ce soit altéré, tu peux y aller, quoi. C'est juste génial. Maintenant, l'industrialisé, bon, on en reparlera, il y a peut-être un truc à monter. Ça vous dit pas, on ouvre une usine à Pseudo et à Super Juice si. Peut-être. Faut tester. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais peut-être juste le citer, il y a un petit post Instagram qui, je pense, était très intéressant sur le sujet, qui est de Bon Vivanto. Qui s'appelle The Homemade Ingredient Fallacy et qui justement explore, c'est un petit carrousel qui est très bien foutu d'ailleurs, je suis très jaloux, des carousels vidéo, qui explore justement ce côté de cette quête de tout faire maison, alors que souvent on peut simplement se dire tout ça pour ça, ou oui et pourquoi, enfin oui et alors. Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait d'acheter le produit qui est très bien fait? Chez moi, c'était quand même moins bon. Oui, bah voilà, parce qu'en fait, le point de ce poste, c'est aussi de se dire les producteurs industriels, ils ont des équipes R&D, ils ont des budgets pour ça, ils peuvent faire des trucs de dingue. Et à un moment, il faut être réaliste. Tu n'es pas en mesure de concurrencer tout ça. Et tiens, petit aparté, je pense à une autre chose là tout à l'heure, on peut peut-être conclure là-dessus sur le sourcing. Des fois aussi, quand bien même, j'ai toujours cet exemple, si on te donnait la recette du Coca-Cola demain, tu pourrais pas ça veut pas dire que t'aurais le même goût. Voilà. Donc Et ça, c'est très bien. Et ce qui justifie, chers consommateurs, chers auditeurs, de dire que c'est pas parce qu'en fait, on a tous les mêmes rhums, les mêmes choses, les mêmes produits, limite la même quantité de glace, etc., qu'après, ça a forcément le même goût d'un bar à un autre parce qu'il y a quand même la façon d'aller le mélanger, il y a la quantité, le temps qu'on va mettre justement à le mélanger, etc., etc. Et ça, c'est super important. C'est con, mais c'est ce qui fait que le facteur humain reste quelque chose qui peut pas être maîtrisé en fait à 100%. Et c'est très bien. C'est une magnifique conclusion.
Des choses à ajouter? Non, je pense qu'on a fait un bon tour là. Hein. C'est pas trop éparpillé non plus. Non, carrément, c'était super très intéressant. étonnamment par rapport à d'autres sujets qu'on a. Ah ouais. C'est ça. Ouais, bon, on est dans en tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. C'était très cool, très intéressant. Le Distillcast va prendre quelques vacances. En plus, il fait très chaud là. Moi, je suis trempé. Ça se voit pas trop. Ça se voit pas. Non, mais tant mieux. tant mieux. Mais merci beaucoup, Florian, de t'être joint à nous pour ce sujet ô combien passionnant. Vous étiez dans ma bucket list. Ouais. Je fais ça, vous savez. je vous attends. Exactement. Ça fait un moment qu'on Non, puis inscrivez-vous, hein, c'est cool. Hein, plus il y a de personnes qui s'inscrivent à ce genre de concours-là, qui pour le coup ont aussi l'outrecuidance de proposer des choses qui sont vraiment aussi différenciantes, hein, comme pas mal de petites choses qui se font. Faites-le, c'est bien. Ça Faites pousse. des liqueurs. Jeunes et ancienne génération, il n'y a pas d'âge pour faire des concours, il n'y a pas de niveau d'expérience. Non, tout à fait. Merci de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ou même si ce n'est pas le cas, lâchez un like, partagez. La petite cloche, abonnez-vous. Partagez, dites pourquoi ça vous a pas plu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter aussi si on a oublié des choses. Et merci encore, Florian. Ouais, merci beaucoup, vous, les gars. Merci beaucoup. Merci, Fred. Et on se dit à la rentrée, peut-être dans un nouveau décor. Je ne sais pas si ça vous a plu celui-là. Mais... On a peut-être des surprises. Oh, le tissu. Oh là là, en plus, j'ai plus de batterie sur mon ordi. Il va falloir. Synchronisation. Voilà. Allez, ciao. À ciao à tous. Merci. Salut à tous. Salut. Bye, Florian.